Bonjour chers amis de Radio Fringale, bienvenue sur votre radio, votre média préféré qui parle de vélo. Un nouveau numéro de contre-attaque, celui d'avril, votre contre-attaque mensuelle. Et nous sommes dans cette période justement, en pleine période de classique, entre les Flandriennes et les Ardennaises. Et qui dit période de classique entre les Ardennaises et les Flandriennes dit Coupe du monde de cyclisme. Alors attention à ne pas confondre avec les championnats du monde de cyclisme ou avec l'actuel classement UCI, dominé depuis quelques années par Tadej Pogačar, mais on vous parle bien de l'ancienne Coupe du monde de cyclisme. Alors on va vous en parler un petit peu de cet ancien format, et surtout dans le sujet du contre-attaque aujourd'hui, on va expliquer avec mes chroniqueurs, mes amis avec lesquels j'ai la chance de pouvoir discuter de ce sujet, on va discuter de son retour, et si oui, sous quel format. Un sujet un peu léger par rapport à nos précédents contre-attaques où on avait des sujets un peu lourd. Là on va vraiment parler de courses, d'organisation de courses, de classement, de palmarès, et pour ça j'ai la chance d'avoir avec moi une équipe de choc, et en premier lieu quelqu'un qui est comme moi a été suffisamment âgé pour avoir connu la Coupe du monde de cyclisme et qui voulait absolument faire partie de cette émission. C'est son deuxième contre-attaque de sa carrière. D'habitude c'est un attaquant, mais là aujourd'hui c'est un contre-attaquant. C'est Titien. Bonjour Titien, comment vas-tu? Es-tu content de parler de ce sujet? Salut Nico, salut tout le monde. Bah écoute, je suis très content d'en parler. La Coupe du Monde m'a énormément marqué en tant qu'enfant. Et je pense que j'étais pas le seul. Donc voilà, on va faire revivre un peu cette Coupe du Monde qui a disparu depuis 2004 pour donner naissance à la Femme Pro Tour, puis l'UCI World Tour, etc. Donc voilà, on va retourner dans le passé et peut-être qu'on va recréer l'avenir. Voilà, on va devenir influenceur vélo et vous verrez qu'avec nous, dans 2-3 ans, les choses auront changé. On reparlera peut-être de cette Coupe du Monde. Et effectivement, oui, pour en parler, deux fans de classiques et qui avaient très envie de parler de ce sujet, avec Simon qu'on n'avait pas eu de l'occasion dans ce dernier contre-attaque, et je suis ravi d'avoir pour ce contre-attaque du mois d'avril. Simon, comment tu vas? Prêt à parler de la Coupe du monde de cyclisme? Salut Nico, salut Titien, salut tout le monde, salut Poppy. Très content de parler de ce sujet. En effet, c'est vrai que j'ai pas eu la chance de suivre la Coupe du monde de cyclisme. J'ai vu la Coupe du monde de foot, la Coupe du monde de biathlon, Coupe du monde de tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que la Coupe du monde de cyclisme, bah, c'est un petit peu dans la légende, dans les légendes pour moi, parce que j'ai pas eu la chance de le regarder en direct. Mais justement, très content de plonger finalement dans cette histoire du cyclisme que j'ai pas pu connaître. Et le dernier à vouloir participer, il y tenait, c'est Poppy, l'homme qui commente les grandes classiques en direct dans l'année. Il ne pouvait pas ne pas être présent quand on parle de Coupe du monde de cyclisme et du coup des plus grandes courses d'un jour du calendrier. Salut, salut Nico, salut à tous. Bah écoutez, très content d'être là. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de commenter une Coupe du Monde de cyclisme sur Radio Fringale. Une super émission avec bah, surtout un très beau format qui a disparu depuis maintenant plus de 20 ans. Donc voilà, on va avoir l'occasion de pouvoir en parler et évoquer des souvenirs par rapport à ça qui auraient peut-être qui ont bercé la plupart d'entre nous, les plus âgés notamment. Mais voilà, en tout cas, très content de pouvoir parler de ce sujet-là ce soir tous ensemble. Alors expliquons tout de suite, que ça mes camarades pourront donner leurs différents avis. Je vous explique très rapidement ce que c'était la Coupe du monde de cyclisme, qu'est-ce qu'on entend, mais qu'est-ce qui nous dit Radio Fringale, qu'est-ce qui nous dit Nicolas. C'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Et si la Coupe du monde de cyclisme a existé entre 1989 et 2004, donc un peu plus de 15 saisons d'existence. C'était une compétition qui était organisée par ce qu'on appelait à l'époque la Fédération internationale du cyclisme professionnel, la FICP, qui après donnera ce que vous connaissez, c'est-à-dire les nouveaux formats avec les nouvelles... Il y a eu beaucoup de réformes dans les débuts des années 2000 dans le vélo, notamment avec l'UCI et compagnie. Et en fait, c'était un classement à l'année, comme un classement de championnat, par exemple, c'est pas des trucs à élimination, hein, c'est comme un classement de championnat, et chaque course rapportait des points pour les vainqueurs. Alors, dans la dernière mouture qu'on connaissait, c'est-à-dire les éditions de 97-2004, la Coupe du monde de cyclisme rapportait, par exemple, je vous donne un exemple, 100 points au vainqueur, 70 points au deuxième, 50 points au troisième, 40 points, et puis 36, 32, 28, 24, 20. Et donc, c'était une dizaine de courses. Je vais vous les citer dans la dernière mouture, hein, cette mouture justement 97-2004. Et donc à la fin de la saison,
saison, donc au Tour de Lombardie, après le Tour de Lombardie, on décernait un vainqueur de la Coupe du Monde, et notamment durant la saison, le vainqueur portait un maillot distinctif, donc qui n'était pas le maillot de champion du monde. Titien, je sais pas, avant qu'on parle des courses en tant que telles, est-ce que tu te souviens un peu, tu as des images de courses avec notamment le triple dernier vainqueur en date, c'est-à-dire l'Italien Paolo Bettini, qui a donc gagné ce classement 2002, 2003, 2004. Est-ce que tu as des images, toi, de courses, justement, où tu avais Paolo Bettini qui avait ce maillot de leader de la Coupe du Monde, qui était donc un maillot distinctif qui était porté uniquement sur les courses qui étaient dans le calendrier de la Coupe du Monde? Ah bah bien sûr, pour moi c'est le maillot un des maillots les plus iconiques de l'histoire du cyclisme. On avait fait Poppy ensemble un écrase les pédales sur les maillots, les plus beaux maillots, les plus mythiques du siècle, et moi je l'avais mis en première position. C'est vraiment un maillot qui m'a marqué, il était super beau, on le voyait forcément dans le peloton. Voilà, il était aussi beau que le maillot de champion du monde, franchement, puisque c'était à peu près la même chose, mais avec les liserés inversés, avec des couleurs un petit peu plus marquantes encore. Donc ouais, c'était vraiment, il y avait un côté prestige à ce maillot, vraiment pour moi, et c'était porté par les meilleurs du monde. Alors j'ai suivi le vélo qu'à partir de 2000, donc c'est dur pour moi d'avoir des images avant, mais rien en ces années-là, Decker, Zabel, Bettini, Van Petegem, Mhm. enfin voilà, le 1900, le Paris-Roubaix que gagne Van Petegem en Ah oui. 2003 avec ce maillot, Bettini avec ce maillot qui gagne Milan-San Remo en 2003 aussi. Bon, voilà, c'est que des images comme ça. Eric Zabel, Eric Decker à Paris Tour, je crois que c'est quand il gagne Paris Tour, il a ce maillot. Enfin voilà, si, c'est vraiment un maillot moi qui m'a marqué. D'ailleurs, je l'ai longtemps cherché. Ensuite, c'est vraiment un truc qui a disparu la Coupe du Monde parce que même si tu tapes sur Google Coupe du Monde de cyclisme, Ouais, c'est ouf, t'as quasi plus de traces de ça, hein. Ouais. Il y a une page Wikipédia qui est très 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 courte. et c'est Si tout. tu cherches le maillot, impossible de le retrouver. Donc ouais, c'est fou parce que et je pense que les nouvelles générations ne peuvent jamais en avoir entendu parce que c'est un truc vraiment qui a disparu un peu on trouve très très peu de traces de ça alors que ça fait que 20 ans que c'est terminé quoi. Oui, et d'ailleurs, Titien, si on n'est pas trop bêtes les deux, bon, on va essayer, hein, peut-être on peut y arriver en faisant fonctionner nos méninges. Vous l'avez à l'image en ce moment, puisque Titien va nous faire une magnifique vignette avec soit Paolo Bettini, soit Johan Museeuw, soit Peter Van Petegem. Voilà, la plus belle photo qui verra avec justement ce maillot de la Coupe du Monde pour illustrer nos propos. Donc vous l'avez actuellement à l'image, ce beau maillot. Et effectivement, pour les jeunes générations, ça fait plus de 20 ans que ce maillot a disparu. Donc cette compétition a disparu. Alors il y a eu des tentatives voilà, ils ont commencé à remettre le classement UCI, puis on savait pas trop. Il y a eu beaucoup de changements dans ces années 2004, 2005, 2006, 2007. On va pas y revenir dessus puisqu'aujourd'hui on s'intéresse exclusivement à cette Coupe du Monde de cyclisme. Et avant de lancer justement Simon dessus le premier sujet, je vais vous donner l'histoire des épreuves parce qu'après on parlera du palmarès. Mais au début des épreuves qui ont fait partie, alors il y a des épreuves qui ont été pendant les 15 ans de la Coupe du Monde, et des épreuves qui ne sont jamais partis. Évidemment, les 5 monuments, San Remo, Flandre, Roubaix, Liège et Lombardie, mais également l'Amstel, la Classique à San Sebastian, le championnat de Zurich qui n'existe plus aujourd'hui, et Paris-Tour, parce que Paris-Tour était beaucoup mieux coté qu'aujourd'hui. À l'époque, Paris-Tour faisait partie des références du cyclisme. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, même s'il y a encore des très jolies courses, mais en tout cas au niveau classement, elle est moins cotée. Et puis dans la fin, donc il y a eu des courses qui ont, on va dire, qui n'ont fait une apparition, on va dire, que quelques temps, on va dire, par exemple le Grand Prix de Francfort, il y a uniquement en 95, ou la Japan Cup, il y en avait uniquement en 96, mais deux courses ont fait partie pendant très longtemps de ce calendrier. Alors, dans la première mouture, la Wincanton Classic était une course relativement pour sprinters, punchers en Grande-Bretagne, et puis ça a été remplacé par ce qu'on appelle aujourd'hui la Hambourg Classic, donc la HEWC Classic, donc ce qui est l'équivalent du Grand Prix de Hambourg historiquement, donc voilà, donc la Hambourg Classic, qui est la remplacée de 98 à 2004. Simon, quand tu vois cette liste d'une dizaine de courses, donc voilà, si je rajoute celle de Hambourg, est-ce que toi ça te fait, est-ce que tu trouves qu'il y a c'est bien, alors on va reparler des courses actuelles évidemment parce j'imagine qu'il y aura des changements, mais qu'est-ce que tu penses toi de cette liste? Est-ce que tu penses qu'il y a des gros intrus ou que toutes les courses devraient être mises au même parce que le concept de monument n'existait pas encore ou n'était pas encore comme ça? Qu'est-ce que tu penses toi de cette liste historique? Moi, c'est une liste que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que dans les courses inscrites, on va dire, dans tout temps, entre 89 et 2004, finalement, c'est que des courses qui ont encore une grosse importance aujourd'hui, à l'exception du championnat de Zurich. Mais sinon,
Comme tu dis, il y a tous les monuments. L'Amstel, le San Sébastien, c'est des courses quand même qui sont toujours réputées. Il y a toujours beaucoup de coureurs qui viennent. C'est des courses World Tour. Donc finalement, il n'y a que Zurich qui a disparu et Paris Tour qui a baissé en prestige. Ensuite, c'est vrai que les autres courses, j'avoue que le Grand Prix de Francfort, on le connaît encore aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal de courses qui n'existent plus ou qui ont changé de nom, qui ont changé de format. Donc là, c'est bon, limite qu'elles soient pas là régulièrement, ça me choque pas. Je trouve que le calendrier de l'époque, en tout cas, était intéressant au vu aussi des équipes, 10 courses pour des équipes qui n'étaient pas encore tout à fait structurées avec 30 coureurs aguerris, etc. Donc c'était un bon nombre de courses. Donc non, le format, je trouve qu'il est sympa. Alors après, est-ce qu'il fallait attribuer plus de points à l'une ou l'autre course? Ça, c'est un débat qu'on aura peut-être après, Oui. mais sur le papier, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Qui te plaît. Même question, Poppy, quand on voit cette liste de courses. Alors, on parlera des absents plus tard, puisque évidemment, vous imaginez bien qu'on va, on va essayer d'imaginer une Coupe du Monde aujourd'hui, à quoi ça ressemblerait. Mais sur les courses déjà existantes, est-ce que tu penses que l'équilibre, Poppy, il est bon entre les courses plutôt pour punchers-grimpeurs et ceux pour plus les spécialistes de classique, les Flandriens? Comment tu trouves l'équilibre justement dans ce qui avait été proposé à l'époque, grosso modo du début des années 90 jusqu'au milieu des années 2000? Ce qui est sûr, c'est que c'était un championnat pour les grosses cuisses, hein. C'était vraiment des coureurs extrêmement complets et très puissants qui remportaient la Coupe du Monde. Mais on avait un alignement de courses qui, en fait, si ça revenait aujourd'hui avec ce genre de course, on aurait du spectacle à chaque fois. Mais c'était vrai que c'était un mélange qui était assez homogène. Alors oui, c'était pas forcément ouvert aux grimpeurs, hein. À part le Tour de Lombardie, on n'avait pas grand-chose. Et puis on avait surtout de très belles courses avec des scénarios parfois et assez souvent magistraux. Et voilà, on a les 5 monuments, évidemment. On a l'Amstel, on ne présente plus cette course qui était et qui est toujours une course incroyable. La Saint-Sébastien, aujourd'hui, oui, elle a un peu perdu de sa superbe, mais mine de rien, ça reste une très grande course du calendrier. Le championnat de Zurich qui a disparu, malheureusement. Et puis Paris-Tour, c'est un peu le regret, hein. C'est une course qui était très en vue à l'époque de la Coupe du Monde, notamment grâce à cela. Et depuis, Paris-Tour a un peu perdu de sa superbe. Aujourd'hui, ça devient une course qui n'est plus une course World Tour, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une course qui a perdu complètement de son histoire et où les coureurs ne veulent plus s'aligner en fin de saison. Donc voilà, et puis le concept de la Coupe du Monde est aussi super, hein, de toute façon, d'avoir une compétition qui se déroule non pas sur un jour ou une semaine, mais sur toute une année. C'est vraiment génial, ça permet de garder un Mhm. suspense qui est vraiment haletant et c'est surtout les coureurs doivent être engagés sur toute l'année, quoi. On n'a pas des coureurs qui, Qui font 3 alors courses. je dénigre pas du tout le cas Van Der Poel, hein, parce que voilà, lui, on sait, c'est spécialiste plutôt flandrien, mais voilà, Van Der Poel, sa saison de classique, elle s'arrête après Paris-Roubaix. Euh, Là, par exemple, c'est pas possible, parce que derrière, il y a encore des points à les gagner. Donc voilà, ça permet d'avoir une bataille sur toute une année et d'avoir vraiment des scénarios super intéressants. Et comme Titien l'a dit en intro d'émission, de retrouver un coureur avec un maillot distinctif qui était vraiment super sympathique et qui donne aussi un côté, le côté vraiment, j'ai envie de dire, de ce qui est réellement le cyclisme, quoi. Voilà, c'est des mecs qui sur un vélo se défoncent complètement et la Coupe du Monde, je trouve, représentait bien cet esprit-là. Titien, on aurait un petit problème, avant de te lancer ma prochaine question, j'y ai pensé à la question du maillot. On aurait un petit problème aujourd'hui, puisque il se trouve que le champion du monde serait également le leader de la Coupe du Monde, et donc on ferait comment au niveau du maillot, Titien? Il y aurait quoi? Tadej Pogacar, un cuissard d'un truc, et puis un maillot, son maillot de champion du monde. Comment est-ce qu'on ferait? Parce que la plupart du temps, ces dernières années, on a le champion du monde qui serait également le leader de la Coupe du Monde si la Coupe du Monde avait continué. Oui, oui, bon, C'est un peu un problème. ça a déjà été le cas, ça a déjà été le cas, donc ça c'est un autre sujet. Tu peux très bien imposer que le leader de la Coupe du Monde, il porte le maillot de le leader de la Coupe Mhm. du Monde lors des épreuves de Coupe du Monde. Ça c'est un choix. Ouais. Enfin, c'est pas un sujet.
bah, c'est comme au cyclocross, hein. Grosso modo, on peut très bien comparer la Coupe du Monde Tout de à fait. cyclisme des années 2000 à celle qui existe aujourd'hui en cyclocross. C'est exactement le même système. Il y a des épreuves, il y a des points attribués selon ta place à la fin des épreuves, et c'est le plus régulier qui va gagner. Et Van Der Poel, cette année, était leader de la Coupe du Monde. Il choisissait quand même de garder le maillot de champion du monde. Donc, voilà, ça j'ai envie de dire que c'est un sujet, Esthétique, c'est voilà. pas à nous c'est pas à nous de le traiter, pas un sujet qui est esthétique. Si une organisation elle a envie de dire voilà, c'est le maillot de leader de la Coupe du Monde qui prime, mais ce sera celui-là. S'ils disent bah non, c'est le maillot de champion du monde, ce sera celui-là. Donc c'est pas un sujet. En tout cas, moi je rejoins ce qu'ont dit Simon et Poppy, c'est-à-dire que voilà, c'était une épreuve, la Coupe du Monde, qui faisait gagner le plus régulier. Le plus Voilà, complet. on regarde les épreuves qui composaient la Coupe du Monde. Ça démarrait à Milan-San Remo. Milan-San Remo, il faut le rappeler, à l'époque, c'était le vrai début de saison, hein, puisque les saisons, c'était pas comme aujourd'hui, où genre l'Algarve, ou le Ruta del Sol, ou le Tour de Valence, il y a déjà des Ou enjeux. l'Australie. C'était vraiment des ouais, voilà, enfin, à l'époque, c'était vraiment des courses de prépa, tout ça, et la saison reprenait vraiment à Paris-Nice. Et donc il y avait Milan-San Remo, il y avait toute cette campagne de classiques jusqu'à Liège-Amstel à la fin du printemps. Et puis on reprenait dès le début du mois d'août avec Saint-Sébastien, Zurich, Paris-Tours, Lombardie. Donc il y avait cette obligation pour la Coupe du Monde d'être vraiment régulier sur toutes les épreuves. Et puis il fallait quand même un peu savoir tout faire, hein. Un Cipollini qui en 2002 gagne Milan-San Remo. Alors oui, il prend les maillots de leader de la Coupe du Monde, mais bon, derrière, alors il fait, je crois, un top 10 cette année-là au Tour des Flandres. Bah, de toute façon, 2002, c'était la super année de Cipollini, mais derrière, à mon avis, il n'y a plus une seule des classiques où il score. Donc, faut vraiment. Alors oui, évidemment, avec le profil d'un Tadej Pogacar aujourd'hui, ce serait le grand favori de cette Coupe du Monde, mais enfin, en tout cas, dans la façon dont elle existait dans les années 2000, il fallait vraiment, c'était pas possible d'être soit uniquement puncher, soit uniquement sprinter, il fallait aussi un peu savoir grimper, il fallait savoir gagner des classiques pavés, voilà, il fallait savoir tout faire, donc c'était quand même intéressant parce que ça récompensait vraiment le plus polyvalent, celui qui allait être le plus en forme sur la saison. Et après, je pense que tu vas en parler, Nico, mais le revers de tout ça, c'était que bah aujourd'hui, les courses, t'y vas à fond. À l'époque, bah c'était quand même calculé, quoi. Il y avait quand même des calculs d'apothicaire qui se faisaient avec le classement de la Coupe du Monde. Là, il Mhm. faut que je fasse une bonne place. Là, il faut que je vienne, mais en même temps, je suis pas spécialiste de cette course, donc je vais plutôt. Enfin voilà, il y avait des vrais calculs qui se faisaient à l'époque où là aujourd'hui, bah tu viens sur l'Amstel, c'est pour faire le meilleur résultat possible sur l'Amstel. Il n'y a pas de classement ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, pour planter le décor, ça marchait comme ça. Il fallait être polyvalent. Ça permettait de faire vivre la saison des. Il y avait un fil rouge de la saison des classiques sur toute l'année. Et en même temps, le revers de tout ça, c'est voilà, que ça créait un petit peu de. Comme on a pu le voir certaines saisons en cyclocross, ça créait bah, voilà, des faits de course qui ne seraient pas arrivés s'il n'y avait pas de classement. De classement général sur ces classiques. Oui, et puis justement, tu parlais des calculs d'apothicaire parce qu'il y a eu des courses assez serrées. Alors, il y a eu des victoires très larges. Je pense à Paolo Bettini 2003 qui avait écrasé ce classement puisqu'il avait 365 points, soit plus de un tiers de ses points d'avance sur le deuxième qui était Michael Bogert ou Peter Van Petegem qui était ex aequo à 220 points, donc c'est pour montrer. Mais il y a eu des courses très serrées, on peut penser notamment à la course 2002 où ce même Paolo Bettini coiffe au poteau ses concurrents Johan Museeuw et Michele Bartoli, 270 et 242 points alors que Paolo Bettini en avait 279, donc vous voyez que ça s'est joué à quelques places. Pareil en 2004, la dernière édition où Bettini bat son grand rival Davide Rebellin pour 13 points, 340 à 327. Donc vous voyez qu'il y a eu des courses et c'était le problème, c'est que des fois effectivement ça non seulement il y avait des calculs d'apothicaire, mais ça jouait aussi sur les stratégies en course, puisque du coup des équipes roulaient derrière une échappée s'il y avait un coureur qui potentiellement était dangereux, pas seulement pour la victoire, mais pour le classement, donc pour éviter qu'il puisse se replacer, etc., etc. Donc ça faussait, en guillemets, ou certains disent ça faussait, d'autres pourraient dire ça ajoute un aspect tactique à la course, mais enfin, il fallait en tenir compte dans le classement, puisqu'il y avait des récompenses à la fin d'année, et pas seulement une récompense symbolique, mais également des récompenses financières, parce qu'il y avait également un classement par équipe, notamment la Mapei, évidemment, qui était spécialiste de ce classement-là, ils ont d'ailleurs le record, mais également des équipes comme la Saeco, la Rabobank, ou même la
la Française des Jeux, hein, l'ancêtre de Groupama FDJ, qui étaient des équipes spécialistes de ce genre de classement. On peut penser à aujourd'hui des équipes comme la Quick-Step, qui est aujourd'hui, voilà, ou la Lotto, qui seraient aujourd'hui des équipes spécialistes de ça. On va dire spécialistes aujourd'hui, je parle dans les 15 dernières années, hein, où il n'y a pas eu cette compétition, en tout cas ce classement. Ce qui m'amène, messieurs, à mon deuxième point, parce que maintenant on a présenté ce que c'était, le type de coureur qui avait gagné, et ce que c'était la Coupe du Monde de cyclisme, mais ça, entre guillemets, vous pouvez aller vous renseigner sur les archives de YouTube ou des vieux sites, ou alors la page justement Wikipédia qu'on vous disait. Voilà, il faut un peu fouiller pour retrouver, mais il y a quelques archives, c'est pas facile. On va enchaîner, messieurs, avec cette deuxième partie. Alors, vous allez tous me dire rapidement, je vais vous donner la parole, si en un mot, si oui ou non vous êtes pour le retour d'une forme sous une autre de Coupe du Monde de cyclisme. Après, vous allez pouvoir donner vos arguments en fonction de qui dit quoi, et si c'est validé, on se lancera dans notre exercice favori, c'est-à-dire du vélo fiction. Mais d'abord, Simon, en un mot, est-ce que tu es pour un retour, pas forcément tout de suite là maintenant, mais dans le futur, d'une Coupe du Monde de cyclisme? Oui, pour. Puppy. Ah bah carrément pour. Carrément pour. Et Titien? Bien sûr, à fond. Alors nous sommes tous pour, donc pas besoin d'argumenter. Alors je propose... Non, je rigole. Alors non, je vais vous laisser argumenter. On est tous pour là autour de la table. Dites-nous dans les commentaires si certains ne sont pas d'accord avec nous. Dites-nous si vous êtes contre, et surtout quels sont vos arguments contre et à quoi il faut faire attention. Donc je vais commencer avec toi, Simon. Simon, quel est ton argument massu? On va tous en donner des différents. On va essayer de tomber d'accord avant de parler du format et des courses. Simon, pourquoi est-ce que tu es pour le retour d'une Coupe du Monde de cyclisme? Déjà, vous me parlez, ça ajoute un aspect tactique. Moi, je pense pas que ça soit négatif, le fait que ça influence justement les stratégies de course, le fait qu'il y ait un classement. Donc moi, je trouve ça intéressant. Ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Et rien que le fait de donner un maillot distinctif à un leader du classement de classique, je trouve que c'est vachement cool en fait de récompenser ces coureurs qui font des courses que d'une seule journée et qui au final ont jamais de maillot. Alors ils ont des trophées pour ceux qui gagnent, mais il n'y a pas de maillot, c'est pas comme ceux qui gagnent des courses par étapes d'une ou de 3 semaines. Donc moi déjà rien que ce principe-là de donner un maillot de leader à un coureur qui n'aurait pas l'occasion de l'avoir dans d'autres circonstances, je trouve ça vraiment bien. Puis justement, vous l'avez dit, ça récompense la régularité, et je trouve que c'est une grande qualité pour un coureur cycliste d'être régulier tout au long de la saison. Voilà. Après, maintenant, il y a des questions qui se posent. Comment aujourd'hui, avec les classements UCI notamment, on organise ça? Voilà, parce que les grandes courses aujourd'hui sont beaucoup réunies dans les courses, dans les courses World Tour. Donc, est-ce que le World Tour se superposerait avec la Coupe du Monde? On en Ça, parlera. c'est une question qu'on peut poser. Ouais, voilà. Et puis après, je sais pas. Ça me donne une autre idée parce que je dis, si on fait un classement de la Coupe du Monde dans le classement UCI, est-ce qu'on ferait pas, je sais pas, une Coupe du Monde, mais en classement sur les courses par étapes, faire la même chose, mais que sur les courses par étapes? Ça serait un peu le chantier. Mais ça ferait deux Ce serait classements totalement le chantier. ensemble. Tadej Deux classements Pogacar ensemble, aurait et 8 maillots, en fait. Oui, c'est vrai que là, la question du maillot, ça se poserait. Mais il fait une manche, et puis hop, le reste, maillot de champion du monde, on n'en parle plus. Non, mais je trouve que ça pose beaucoup de questions. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la remettre au goût du jour, là maintenant, je pense que ça aurait pas trop d'intérêt, entre guillemets, dans le sens où en fait, il y a Pogacar et Van Der Poel, surtout Pogacar, qui écrase tout. Donc, pour l'intérêt de la Coupe du Monde, je suis pas sûr que ça serait le bon moment de la remettre en place. Mais une fois que Pogacar sera parti, Ah oui, moi je dis pourquoi pas. ah oui. Puppy, alors justement, d'autres arguments. Pourquoi est-ce que toi, vraiment, j'imagine, voilà, mais pourquoi est-ce que, il y a plein de choses positives qu'on pourrait dire, pourquoi est-ce que tu trouverais positif le retour justement de cette Coupe du Monde, donc de ce championnat à l'intérieur du championnat UCI? Moi, c'est clairement, il y a le côté déjà avoir une compétition qui dure sur une année complète. Ça, c'est top, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment chouette et qui se déroule sur plusieurs courses. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait une bataille interne à la course pour la victoire, etc. Voilà. Mais on aurait également une bataille pour la Coupe du Monde dans la course.
Et ça rendrait pour moi, ça ajouterait un côté encore plus spectaculaire à chaque course. Imaginez une bataille, je prends l'exemple sur, allez, on est je sais pas, on est sur Paris-Tours. Pogacar est leader de la Coupe du Monde, mais il s'aligne pas sur Paris-Tours pour aller sur le Tour de Lombardie. Et on a un Van Der Poel qui se met sur Paris-Tour et qui, justement, s'il gagne Paris-Tour, il faut absolument que Pogacar gagne le Tour de Lombardie pour être sacré de la Coupe du Monde. On pourrait avoir des scénarios qui seraient vraiment incroyables, je trouve. Et puis c'est aussi, moi, il y a vraiment un côté qui me plairait, c'est de. Alors, ça sera avec la partie 3 de l'émission. Et pour moi, ça serait aussi de revoir sur le devant de la scène des courses et alors de revoir sur le devant de la scène des courses et surtout d'avoir vraiment des courses qui retrouvent ce côté ultra hypant avec une fanbase qui reviendrait au rendez-vous, qui rendrait la course encore plus avec encore plus de gloire. Enfin voilà, ça serait vraiment ce côté de remettre certaines courses sous la lumière des projecteurs, au-delà des 5 monuments qui ont déjà voilà, tout ça et de certaines courses qui en ont, mais de revoir ou d'ajouter des courses justement à réfléchir après au nouveau format, mais d'avoir des courses voilà, qui prennent vraiment ce côté assez spectaculaire. Et puis aussi, je pense que enfin voilà quoi, c'est de voir, moi ça m'intéresserait trop de voir ce que donnerait une bataille entre les profils type Flandrien, Ardennais, Mhm. etc. En tout cas, les coureurs de classique sur une saison complète quoi, parce que clairement, la Coupe du Monde, c'est pas un truc sur lequel on peut se dire bah écoute, je vais faire toutes les courses et puis on verra bien. C'est pour moi, ça sera vraiment un objectif de saison. Et tout Tadej Pogacar qu'il est, bah, la Coupe du Monde, elle serait pas forcément ultra accessible face à des mecs comme par exemple Van Der Poel qui lui dirait bah les gars, moi je vais me pointer sur aucun des grands tours et je vais me focus que Coupe du Monde. Et puis c'est parti. Et on aurait des duels, je pense, super intéressants. On aurait des super batailles et des calculs de points en direct. Enfin, moi je pense que ça ajouterait vraiment une hype incroyable dans le cyclisme. Et ouais, ça serait complètement fou. Titien, en plus de l'aspect nostalgie, j'imagine que tu as plein de bonnes raisons dont tu as déjà commencé à parler et qu'ont très bien déjà expliqué Simon et Poppy, pour lesquels ce serait top d'avoir un retour de la Coupe du Monde de cyclisme. Tout à fait. Classic Man est un métier cycliste, on Ouais. va dire. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on est beaucoup dans des cases. Il y a les Flandriennes, il y a les Ardennaises, c'est pas les mêmes types de coureurs. Donc dès que la saison des Flandriennes au soir de Paris-Roubaix, il y a la plupart des coureurs qui sont en vacances. Du coup, quand tu es un pur Classic Man, le reste de l'année, bah, tu es soit équipier pour ton équipe, soit tu vas essayer d'aller choper des étapes dans les grands tours. Mais voilà, une fois la période de mars-avril passée, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc, non, mais oui, créer un fil rouge au niveau des classiques, ce serait super parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un amas de classiques comme ça, mais il n'y a pas vraiment de lien entre chacune d'elles. Donc ouais, ouais, ce serait, enfin, vraiment, moi j'adore les fils rouges. Enfin, tu vois, quand je suis un grand tour, il y a toujours un ou deux coureurs qui m'intéressent, que c'est un peu mon fil rouge. Alors oui, il y a le classement général, il y a plein de choses, mais il y a toujours des choses à laquelle un petit peu tu te raccroches, qui te mènent à suivre ce grand tour tous les jours. Enfin voilà, et ben j'aimerais que ce soit un petit peu pareil pour les classiques, plutôt qu'on se dise, bon bah voilà, il y a tel classique pour tel coureur là, il y a tel classique pour tel coureur là. Alors oui, il y a tous les classiques pour Tadej Pogacar. Faut rappeler quand même que Tadej Pogacar, c'est une exception. C'est exceptionnel ce qu'il Mhm. fait aujourd'hui de pouvoir briller sur tous les terrains. Mais il y a très très peu de coureurs qui le font. Des Vingegaard, il va pas sur les classiques. Remco, il y va pas encore sur les classiques pavés, etc. Donc oui, Tadej Pogacar, s'il y avait la Coupe du Monde aujourd'hui, il la remporterait. Mais d'une, Tadej Pogacar, bah, il n'est pas éternel, hein, aussi fort qu'il Mhm. soit. Un jour, il sera plus cycliste. Et de deux, bah voilà, ça forcerait vraiment des coureurs bah voilà, à être le maximum polyvalent possible. Ça récompenserait aussi un certain nombre de coureurs qui sont pas des purs punchers, des purs grimpeurs ou des purs flandriens et qui font des bons résultats. Tu vois, je pense à un mec comme Tom Skuins. Alors bon, qui commence à être vieux, donc lui, le temps qu'on remette en place tout ça, il sera plus là, mais qui est à peu près bon partout, mais excellent nulle part. Mais par contre, qui est aussi capable de faire un top 5, top 6 sur une flandrienne qu'une ardennaise. Il a jamais sa chance, lui, de gagner un monument, un championnat du monde, ou voilà.
Mais par contre, ça peut être le moyen de faire vivre ce type de coureur. Je pense à un Romain Grégoire qui, cette année, par exemple, va faire toutes les classiques. On se doute bien qu'il va pas en gagner une Romain Grégoire. Pourtant, c'est un excellent coureur. Mais pourtant, il pourrait viser ce genre de choses. Enfin, il y a plein de coureurs dans le peloton qui sont vraiment pas des coureurs de course par étapes, qui sont des coureurs de classiques. Mais en même temps, il y a tellement des mecs qui dominent leur discipline aujourd'hui que finalement, ils ont aucune chance de rien gagner. Bah là, ça leur donnerait un fil rouge, de quoi briller, etc. Donc voilà, je pense vraiment que ça peut redynamiser un petit peu les courses et l'intérêt à suivre pour beaucoup de coureurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas Pogacar, si on n'est pas Van Der Poel, bah on n'existe pas sur les classiques. Alors il y a quelques petits exploits comme celui de Skelmos l'année dernière, mais sinon c'est vrai que voilà, c'est le cyclisme d'aujourd'hui avec des coureurs ultra spécialisés et ultra forts fait que bah on a du mal du coup à exister dès qu'on est très très fort, mais qu'il nous manque ce truc-là. Ensuite, autre chose, c'est rester un maillot. Le cyclisme, on a cette chance-là encore d'avoir des beaux maillots, des maillots qu'on remarque. Et le maillot de la Coupe du Monde, c'était vraiment un beau maillot. C'était un maillot qui mettait en valeur le coureur qui le portait. C'est un maillot que tu as envie d'aller. C'est un maillot que tu as envie d'aller gagner, en fait. Pas comme, je sais pas si tu te souviens, Nico, en 2005, l'infâme maillot tout blanc, là, qui avait plus aucune saveur du Pro Tour qu'ils ont sorti juste après. Oh, quelle C'est- horreur! c'est- c'est- Voilà, non mais enfin, il y avait rien quoi, c'était un maillot tout blanc. Là, Ah, c'est quand même un maillot avec des liserés, il y avait vraiment quelque chose, tu le remarquais. Tu te disais, moi j'étais enfant par exemple, et même tu mets un gamin devant la télé, il voit ça, il se dit, waouh, il a un beau maillot, lui, il y a quelque chose. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui se dégageait autour de cette Coupe du Monde de cyclisme. Donc, voilà, et puis ça permettrait également de redonner un petit peu des lettres de noblesse à certaines courses aujourd'hui aujourd- euh, dans les années 2000, hein, Nico, tu me diras pas le contraire, quand il y avait la Coupe du Monde, cette notion de monument, pour les 5 monuments, elle ressortait un peu moins. Aujourd'hui, elle ressort énormément. Du coup, on oublie un peu d'autres classiques ouais. qui sont des belles classiques, mais à qui tout de suite on donne moins d'importance. À l'époque, mine de rien, un Paris-Tour, c'était un truc c'était une épreuve de fou, quoi. Enfin Mhm. voilà. Donc, tu vois, Classica San-Sébastien, aujourd'hui, la Six Classics de Hambourg, enfin, vous allez pas me dire le contraire, les gars, tout le monde s'en fout. Clairement, tout le monde s'en fout. Et à l'époque, pourtant, c'était une belle manche de Coupe du Monde parce que le parcours est pas dur, parce que du coup, ça pouvait laisser la porte ouverte. Je me souviens des Ulrich qui venaient pour Pour essayer dans les attaquer. ascensions du Vaseberg, essayer de partir. Muséo qui gagne devant un groupe Royal 7 classique. Tous les meilleurs mecs du monde y venaient. À la fin, ça faisait une super belle classique au mois, Il n'y au mois avait pas d'août. seulement les sprinters. Parce que finalement, c'était ouvert, mais en même temps, tous les meilleurs du monde venaient. Donc, et aujourd'hui, bah, Francfort, c'est pareil, c'était une manche de la Coupe du Monde à un moment. Aujourd'hui, c'est une course dont, bon, il y a peu d'intérêt. Donc, voilà, les monuments écrasent tout aujourd'hui, et du coup, ça permettrait également de refaire revenir dans le jeu. Et après, je suppose qu'on discutera de quel classique on voudrait y mettre. Mais voilà, donc il y a plein de raisons. Et puis, dernière raison. Tout ça, cette Coupe du Monde, elle a été abandonnée au profit de ce qu'on a appelé d'abord le Pro Tour, qui était un moyen, donc, qui est l'ancêtre de l'UCI World Tour qu'on a aujourd'hui, Mhm. qui était un moyen donc, de forcer les meilleures équipes à aller sur les plus grandes courses. Mais, enfin, vous allez me donner votre avis. Moi, le classement UCI, j'en ai rien à foutre. Enfin, désolé de le dire comme ça, qu'on se fasse pas engueuler par YouTube, mais franchement, de savoir que lui est deuxième du classement, bon, Tadej Pogacar, il est en tête depuis des années et des années, Puis mais sa franchement, naissance. moi, je prends les courses comme je les vois, je vis enfin, je vis la course, mais Il derrière, n'y a pas de ce notion que de ça classement, de génère en suivi, termes de ouais, c'est ça. classement cumulé, enfin, que Pogacar gagne le classement UCI à la fin ou que Del Toro soit quatrième, franchement, mais qui en a quelque chose à carrer? Alors peut-être que je me trompe et que vous allez me dire que vous suivez ça tout le temps, mais franchement, ouais, bah, je sais pas, moi ça me fait pas rêver. Donc voilà, ce côté fil rouge vis-à-vis des classiques, moi ça me donne vraiment, vraiment envie. Et ce maillot mythique que j'ai envie de revoir, tout ça me donne envie de faire revenir la Coupe du Monde et de sacrer des coureurs qui se battront pour ça et qu'on verra toute l'année. Voilà. C'est vrai, Simon, est-ce qu'on en a, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu en as quelque chose à faire cette notion de classement UCI, alors que toi, c'est quelque chose que tu suis, notamment à la rédac, les classements par équipe, les classements de. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait lever les foules et qui nous intéresse, alors que ça amène une dimension justement de fil rouge tout au long de la saison? Non, je pense qu'au global, enfin moi ça m'intéresse parce que j'aime bien les stats, Ouais, etc. mais Mais t'es tout seul. je comprends Enfin, que on est deux, quoi. voilà, On est deux, toi et le moi, seul quoi. problème. Voilà, c'est les posts Insta qui font moins de likes, hein, bizarrement. Mais non, non, oui, ça intéresse pas grand monde. Après, est-ce que si on mettait un maillot distinctif pour le premier du classement, ça reviendrait pas au même qu'un maillot distinctif pour le premier de la Coupe du Monde, tu vois? Donc,
je sais pas trop me positionner là-dessus par rapport à est-ce que le fait qu'il y ait un classement interne ou classement UCI global, ça amène les gens davantage à s'y intéresser. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien le classement, mais je peux comprendre qu'aujourd'hui, on s'en moque un peu. L'important, c'est qui gagne le Tour de France, qui gagne Paris-Roubaix. Mhm. C'est les courses sont un petit peu individualisées plus qu'elles le sont rassemblées ensemble pour faire le compte des points, surtout que les calculs des points soient assez, pas techniques, mais il faut s'y intéresser pour vraiment comprendre quelle course fait gagner quel point. Et juste, Nico, je me permets, mais il y a un autre truc qui fait qu'on s'y intéresse pas, c'est qu'on n'y comprend rien. Il y a des courses de partout, il y a des points de partout, on comprend rien comment c'est comptabilisé. La Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose qui est simple à suivre en fil rouge. Piqué Il y avait select. tant de points pour le Mm. premier, voilà, tant de points pour le deuxième. Après les courses, tu regardais un peu le classement, tu disais, ah mais lui, s'il finit quatrième et que lui il finit septième à la course d'après, il peut reprendre des points. Il y a un truc de simplicité aussi avec ce classement, où là, le classement UCI, il faut aller chercher le barème de telle ou telle course, de comprendre que des petites courses, c'est plus intéressant pour des équipes d'aller chercher des petites courses, parce que finalement, tu gagneras plus de points à gagner la Route Orangelle qu'à finir cinquième du Tour de Catalogne. Enfin, je suis désolé, alors nous, on est quand même très niche, c'est-à-dire qu'on est des spécialistes vélo, on s'y intéresse. Et dès que tu rentres un peu plus sur un public plus large, mais personne ne doit rien y comprendre, honnêtement. Et du coup, c'est impossible de s'intéresser vraiment à un truc que tu bites pas vraiment, quoi. Tout à fait. Justement, ouais, j'aimerais entendre Poppy avant de passer à la dernière partie, celle qui nous intéresse le plus, évidemment, où on va un peu triturer le calendrier et les classements. Poppy, justement, sur cet aspect fil rouge, c'est vrai que c'est le fait d'avoir quelque chose de select avec un maillot et puis ensuite toute la saison, c'est vrai que c'est un truc qui manque aujourd'hui. Ouais, clairement, je suis d'accord avec Titien sur le classement UCI. C'est un joyeux bazar là où la Coupe du Monde est vraiment bien expliqué et très très simple. Et le barème était vraiment facile à suivre. Il y avait vraiment pas de difficulté et c'est ça qui était bien. Là où maintenant, voilà, pour le classement UCI, en fait, oui, alors pour le coup, le classement UCI, là où il est bien respecté, je trouve, c'est que Pogacar est numéro un, mais en même temps, Pogacar est le meilleur du monde et ça se tient. Mais à l'époque, c'était, enfin même, moi je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune et que je regardais le classement UCI, quand j'étais dans les années Froome, etc., je me disais, mais c'est bizarre que Froome ne soit pas premier du classement UCI parce qu'il gagne la course qui rapporte le plus de points au monde. Alors comment ça fait qu'il soit même pas dans les 10 premiers? Alors, Comment ça se fait il y que a plein Van d'autres courses, Avermaet évidemment. soit le premier du classement mondial alors qu'il gagne une course Ouais, dans l'année, quoi? ouais, voilà, je me disais, mais c'est pas possible. Van Avermaet, je le vois sur le Tour de France, il pète dans le pas de Pérol, etc. Enfin, il gagne dans le pas de Pérol et c'est tout, quoi. Mais c'est clair que c'est un joyeux bazar et je, là où le classement UCI récompense en tout cas le coureur le plus fort du monde selon eux, je pense que la Coupe du Monde, elle, récompense le coureur de classique le plus complet du monde. Et c'est ça qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui les coureurs de classique, ils ont leur place dans le calendrier, ils ont des courses pour eux, etc., etc. Mais en soi, on parle en fait c'est très étrange parce qu'on parle d'une saison de classique qui débute à la période où on est, hein, donc c'est-à-dire mi-mars à peu près, et qui va se finir mi-avril. On parle d'une période de classique, d'accord, que ce soit Fondrienne, Ardennaise, etc. Alors après, il y en a aussi un peu plus tard, mais elles arrivent aussi en fin d'année. Mais en fait, cette période-là, il faut se dire aussi que elle peut durer sur toute une année Hmm. et qu'il y a vraiment une vraie bataille en interne dans ces courses-là. Et quand tu vois des mecs qui s'arrachent dans les monts Flandriens, quand tu vois des gars se buter sur les côtes ardennaises, quand tu vois les mecs qui vont finir la Flèche Wallonne là sous la pluie il y a 2 ans, bah en fait tu dis ces mecs-là ils se butent, mais sauf qu'il y a des gars qui vont se buter comme Sticia l'a dit, hein, comme des Stuyven, etc., qui vont être top 5 sur toutes les épreuves, ils vont jamais gagner, d'accord? Tige Ils gagnent Benoît. jamais. Tige Benoît, voilà par exemple. Les mecs ils gagnent jamais, mais ils sont tout le temps là. Et il y a aucune récompense pour ces mecs-là. Donc, clairement, ouais, la Coupe du Monde, elle viendrait aussi récompenser ça, bien au-delà que ce que le classement UCI donnerait. Enfin, je sais pas ce que c'est les derniers classements UCI, mais tu vois, quand tu voyais Valverde premier du classement UCI, ou même Julien Lafilippe, hein, Julien Philippe, moi j'adore. Je pense que dans les années 2019-2020, oui, c'était potentiellement le meilleur coureur du monde, mais je suis pas sûr qu'il aurait remporté la Coupe du Monde non plus. Mhm. Donc Non, mais c'est cool. voilà, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Et je trouve ça bien en fait d'avoir un classement qui est simple à suivre pour tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît pas franchement beaucoup le vélo,
pourrez suivre ça de manière super simple, un peu comme en fait on a l'image championnat du monde de Formule 1 par exemple. Mais voilà, je trouve que ça serait vraiment un bel ajout et une belle chose dans le calendrier. Alors, vu que nous sommes tous d'accord et que les arguments se tiennent, alors déjà, évidemment, si vous êtes pas forcément fan, n'hésitez pas à le dire. On échange très volontiers et courtoisement avec vous sur les réseaux sociaux et sur les commentaires YouTube. Il n'y a pas de problème, mais c'est un espace d'expression. On est ravis de vous lire. Mais alors, vu qu'on est tous d'accord, je vous propose de terminer cette émission avec le petit bonbon. C'est pour ça qu'on vit et c'est pour ça qu'on est là. C'est si effectivement, voilà, on a une baguette magique et que l'UCI décide à partir de 2027 de remettre en place justement un classement de la Coupe du Monde Select, ben ça implique qu'on ne peut pas prendre toutes les courses. Et alors du coup, je vous présente, on va la faire en deux temps. On va faire toutes les courses qu'on va considérer, qui vont être dans notre pôle de sélection. Et après, on regardera ensemble avec les différents arguments et on sera peut-être d'accord, pas d'accord, on verra lesquels on met et pourquoi. Alors, tout d'abord, la sélection. Je vous lis la liste. Évidemment, j'ai mis déjà, alors je pense qu'on est tous d'accord, j'ai pris dans le pôle de sélection, elles ne seront pas toutes dans la Coupe du Monde, hein, ça dépend de ce qu'on dit, j'ai pris toutes celles qui sont déjà des courses d'un jour World Tour du calendrier 2026. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord. C'est pas uniquement ça. On peut rajouter des qui ne sont pas World Tour. Hein. Par exemple, je vous prenais l'exemple de Paris Tour, voilà. Et puis on peut également ajouter, Titien, je sais si tu as envie de réinventer une course ou d'inscrire une nouvelle justement qui serait dans cette optique-là, ça peut exister parce que c'est déjà des choses qui ont été vues dans la Coupe du Monde. Donc voilà ce que je vous propose. Je vous fais la sélection très rapidement des World Tour du calendrier. Comme ça, vous les avez à l'esprit. Et après, on passera en revue oui, non, pourquoi, etc. après. La Cadel Evans classique en janvier ou le 1er février en Australie. Le Newsblad, les Strade Bianche, Milan-San Remo, le Bruges de Panne, le 3 Saxo classique, Gand-Wevelgem, le Dwarf, donc à travers la Flandre, le Tour des Flandres bien évidemment, Paris-Roubaix, le trio ardennais Amstel, Flèche, Liège, la classique de Francfort, le sprint de Copenhague, la classique à San Sebastian, la DAC classique, auparavant Hambourg classique, etc. en août, la Bretagne classique pour la France, les deux classiques de Québec et Montréal, enfin voilà, de la région du Québec, donc la ville de Québec et ville de Montréal, les deux grands prix, et enfin bien évidemment le Tour de Lombardie. Voilà quelles sont les courses World Tour, donc qui sont un peu notre avec des cas plus ou moins évidents, qui sont notre pôle de sélection. Messieurs, j'aimerais qu'on vous entende maintenant, parce que je ne vais pas tout faire non plus, dans les courses qui ne sont pas World Tour, mais qui mériteraient au moins d'être considérées par notre pôle de 4 votes. Est-ce que vous avez des courses que vous souhaiteriez ajouter à ce pôle de sélection ? Je vais commencer par Titien. Titien, est-ce qu'il y a une course qui n'est pas World Tour que tu souhaiterais ajouter à la discussion ? À Paris Tour, non? Alors, Paris Tour, tout à fait. Donc, Paris Tour ajouté par Titien, parce qu'il y en a quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer. Hein. L'émission serait trop longue de citer toutes les Pro Series, par exemple. Mais voilà, donc effectivement, Paris Tour, qui a aujourd'hui un statut qui se tient le 11 octobre prochain et qui a un statut de point pro. Est-ce qu'il y en aurait, Simon, est-ce qu'il y en aurait une autre qu'on n'aurait pas citée qui serait ni Paris Tour ni World Tour ? Bah, on va en débattre après. Moi, je suis pas forcément pour l'ajout, mais sinon, s'il faut en ajouter une, peut-être le Trobroléon. Le Le Trobron-Léon, volet. tout Ah à fait. ouais. Tout à fait, donc c'est pas. Voilà, alors vas-y, envoie-nous le Grand Prix de Denain pendant que tu y es, il n'y a pas de problème. Ah non, le Tour Euh, Léon. En euh, Brelon, c'est trop bien. Hein. Ça Non, rend mais c'est parfaitement trop la bien, Coupe du Monde mais sur la est-ce qu'il y a le budget suffisant pour accueillir tous les meilleurs du monde sur une course comme ça? C'est un sujet de budget aussi derrière. Non, mais l'UCI, pour moi, l'UCI doit suivre dans ce genre de projet. Ouais, ouais. Et Ouais, Ils puis, doivent mettre le chèque, tu vois, pour aider. ouah. et Il y puis, aurait gros débat à mon avis, mais après je prends, hein, c'est trop bien le Tour Léon, mais Poppy, fais-moi rêver. Donc, soit une course qui existe, soit, moi je sais que tu es très créatif, Poppy. C'est une course qui n'existe pas et qui couvre une région ou une course historique qui n'existe plus aujourd'hui, qu'il faudrait remettre. Et je dis pas ça en parlant, je parle pas du tout du Grand Prix de Zurich, hein, mais ça peut être totalement un il autre faudrait pays. le Hein. remettre. Sinon, mais non, mais si on veut. Paris-Brest-Paris, Paris-Brest-Paris. Oui, Paris-Brest. Alors, Allez. non, mais en vrai, bon, moi je pensais vraiment aussi au Trou-Brolion. Je trouve ça vraiment une bonne Ok. tête de course de la Coupe du Monde. Donc je vais quand même rester là-dessus parce qu'après, je me suis pas vraiment penché sur le reste. Mais Trou-Brolion, moi je suis d'accord avec Simon. Je trouve ça vraiment une bonne tête de course de Coupe du Monde. Trobreléon, donc oui, Titien. Il y en a une quand même qu'il faut rajouter, c'est Milan-Turin. C'est quand même la plus vieille course qui existe actuellement dans le calendrier. Hein. Donc Ouais, elle a perdu de sa superbe énormément. Et alors parce qu'on en fait n'importe quoi,
mais c'est quand même une course ultra historique. Donc, si on doit enfin, Ouais, mais t'aurais du coup Milan-Turin et le même week-end, t'aurais Milan-San Remo, quoi. ah non, mais Et il laisse Milan-Turin, ça a travailler juste été. avant. Il laisse Milan-Turin, travailler juste avant. non, mais Milan-Turin, ça a été placé là, mais ça fait que 3 ans, hein. Avant, c'était Ok, toujours en octobre, donc 2 semaines avant oui, c'est le vrai. Tour de Lombardie. Donc, à voir. Mais enfin, je me dis quand même qu'une épreuve aussi ancienne qui a été gagnée par tellement de grands champions, alors c'est pas parce qu'on l'a détruit aujourd'hui que maintenant il faut se dire que. Bah, enfin, gros, si on prend ce principe-là, toutes les courses qui ont été un peu détruites par le calendrier actuel, faudrait continuer à les laisser bas. Donc, non, non, c'est une course historique, Et c'est la Ok. plus vieille course actuelle du calendrier. Il y a des grands champions qui l'ont gagné, comme Thibaut Pinot d'ailleurs, hein. ouais. Donc non, non, enfin, si on doit aller chercher deux, trois courses, c'est quand même dur de pas la considérer, quoi, de par son histoire. Mais est-ce que Je du dis coup pas, je dis pas qu'il faut la mettre, mais il faut la considérer. on pourrait se dire aussi, alors moi je sais, on parle quand même de la Coupe du Monde, c'est quand même plus typé classique, mais est-ce qu'on n'irait pas se rajouter des courses moi que je trouve quand même vachement spectaculaires, comme par exemple Trois-Vallées Varesine, tu vois, c'est une course magnifique. Et est-ce que ça a sa place dans une Coupe du Monde qui serait réservée plus au classique? Est-ce qu'on peut introduire des courses qui seraient plus typées grimpeurs, on va dire, dans ce genre de format? Je sais Oui, pas, c'est je la m'interroge. seule, la seule limite, c'est course d'un jour. Donc si après Oui, ça se oui, course oui, dans après, un jour, ouais. voilà, les Tréval et Varesine, ça joue. À ce moment-là, on Parce vire que le la Tour de course est vraiment Lombardie, trop hein. belle, hein. Ouais, mais non, mais c'est un monument. Mais tu vois, Trois-Vallées Varesine, je trouve que la course est vraiment magnifique. Et je sais pas, Oui, j'aime bien. ou Simon. Non, bah, je me suis dit, tiens, Coupe du Monde, est-ce qu'on n'essaierait pas aussi de mettre des courses un peu partout dans le monde? Mais Alors, que ce c'était ça soit ma question, c'est tranquille. justement, c'est que là pour l'instant ça fait que 2 ou 3 continents, hein, et les autres sont pas représentés. Ouais, tu vois, bah, il y avait la Japan Cup une Mhm. année. Est-ce que c'est pas possible de mettre une Japan Cup Une course en Chine, pour hein. faire suivre? Ouais, bah, oui, oui, en Chine, bon, il y a déjà le Tour de Guangxi, entre guillemets, en course World Tour. Donc, peut-être La, donner la une petite course Mouscat sympa aux en Oman, la Mouscat classique. Ouais, Muscat. Après, est-ce qu'en Amérique du Nord, on peut pas remettre une course Ah, avant le Québec aux bah États-Unis, le par Grand Prix exemple? de Montréal, ça pourrait être une belle manche de Coupe du Monde en vrai. Ouais, ouais, mais aux Carrément. États-Unis, peut-être aux États-Unis, c'est quand même plus ou moins une terre de vélo, on va dire, des dernières années, même si Surtout Mais qu'il y aura on y les, avait alors, du surtout mal. qu'il y aura les JO à Los Angeles, hein. moi, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, hein. On va retomber dans le piège qui est actuel, c'est-à-dire qu'on va donner de l'importance à des courses qui, franchement, n'en ont aucune. Quand tu vois qu'aujourd'hui, Paris Tour n'est pas World Tour et que la Mapei Cadel-Evans Great Ocean Race est considérée comme une plus Ouais, je suis grande course d'accord. que Paris Tour, à vouloir absolument internationaliser partout, ça va donner de la grande importance à des courses qui le méritent pas. Ça va les mettre au même niveau que des courses ultra historiques, ultra belles dans leur tracé. Donc, moi, je suis pas hyper convaincu. Et puis, imaginez le tollé que ça va faire. Ça obligerait, parce que ça obligerait les équipes. Enfin, il y a des sujets quand même d'argent derrière, de construction de saison. C'est super qu'il y ait des courses en Australie et il y a beaucoup de monde qui y vont, mais là, ça forcerait. Enfin, le nombre de points perdus si tu vas pas en Australie, c'est quand même énorme. Et enfin, je trouve qu'il faut quand même poser des limites. La muscade Mhm. classique, bon, c'est une course avec Non, non, mais 2 on pose la kilomètres de question, montée à la Titien. fin où il se passe rien. Bon, moi, je trouve que ça doit le mériter, une course, de par à la fois l'exigence de son parcours et l'historique de la course. On ne peut pas rentrer dans la Coupe du Monde une course parce qu'on s'est dit, faut absolument aller en Chine, il faut absolument aller au Moyen-Orient. On y va dans tous les cas parce que il faut aller au Moyen-Orient en février parce qu'il fait moche en Europe et du coup, ça va être super de s'entraîner là-bas. En janvier, l'Australie, c'est super parce qu'il fait beau. En fin d'année, on va en Chine, mais on le sait qu'aujourd'hui, c'est la corvée d'aller en Chine. Personne n'a envie, enfin, de. Soit c'est parce que tu as fait une saison pourrie et que tu as envie de la rattraper en fin d'année, soit c'est un peu parce que tu es puni. Donc, si c'est pour que les coureurs se sentent obligés ou voilà, parce que on veut vraiment aller faire des courses en Chine, puis en plus, d'un point de vue écolo, on force encore. Enfin, moi, je sais pas. Franchement, je suis pas du tout convaincu par cette démarche-là, mais Alors, ça ne tient qu'à moi. est-ce que je peux vous Ah, proposer, ah, est-ce que je peux vous proposer un système, et je sais pas si vous êtes d'accord, c'est de dire on part avec des courses justement qui sont déjà établies, déjà historiques et autres, mais que certaines places dans cette liste select de la Coupe du Monde peuvent être remises tous les, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Voilà, par exemple, la sélection d'une calendrier de Coupe du Monde peut suivre, par exemple, un calendrier, justement ce cycle de 3 ans de promotion-relégation des équipes, et de dire tous les 3 ans, on remet les places au concours, et il y a des courses qui vont tout le temps être là. Par exemple, les monuments ils vont jamais bouger. Mais par exemple, des courses, de dire, non, cette année, pour telle ou telle raison,
on va plutôt faire monter une course qui n'était pas encore Coupe du Monde et on va la changer avec une autre. Est-ce que c'est un système qui vous plairait en disant tous les 3 ans, on recalibre et éventuellement on change une course ou on en ajoute une, on en enlève une, etc. Je sais pas. Euh, moi déjà, je voulais ajouter pour répondre à Titien, c'est juste Nico demandait justement quelle course on voudrait ajouter. Moi, dans mon idéal que j'ai noté, c'était même moins de courses que toutes celles que Nico a citées. C'était juste pour apporter Ça, des idées. j'arrive, Simon, Euh, avec ça. C'est ma prochaine étape. ouais, ouais. Mais alors pour ta question, Nico, à la rigueur, je trouve que ça serait intéressant. Et justement, Baptistien parlait du fait que d'aller un peu aux quatre coins du monde, c'était un peu contraignant pour les équipes. Est-ce que justement, tu peux pas te dire, une fois tous les 3 ans, il y a une partie, il y avait une ou deux courses en Australie, l'année d'après c'est plus en Asie, et l'année d'après c'est plus en Mhm. Amérique, et on tourne comme ça. Tout à Comme fait. ça fait qu'un seul déplacement par an, quoi. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est des courses qui vont continuer à exister, Coupe du Monde ou pas. Elles seront World Tour ou Pro Tour, ou, voilà, Pro Series, etc. Puppy, ouais, sur cet aspect justement de calendrier tournant, est-ce que ce serait une solution? Bah, moi, je suis plus d'avoir quand même un noyau stable Ah, ça, de toute de façon. certaines Ça, courses. de toute façon, mais. Voilà. Pour moi, il faut un noyau stable. Alors, au-delà d'uniquement les monuments, il faut un noyau quand même vachement stable. Est-ce qu'il faut mettre les 5 monuments dedans? Je sais pas, parce que mine de rien, bah, tu prends déjà 5 slots et il y a quand même des belles courses aussi qui sont là et qui attendraient, qui auraient tout autant leur place. Mais pour moi, devrait y avoir On va quelque en chose. parler. Devrait y avoir potentiellement, on va dire, allez, je sais pas, 3 courses qui sont en fait des emplacements vides chaque année. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles courses vont être choisies. Et il y aurait pour moi, il devrait y avoir une course qui est choisie par les équipes cyclistes professionnelles par une course choisie par les fans, donc sur un vote public, etc. Et puis une course qui est choisie, je sais pas, par l'organisation selon différentes dispositions. Enfin voilà, l'UCI choisit Par l'UCI. parmi des concurrents, comme on pourrait avoir par exemple pour les championnats du monde où c'est l'UCI qui choisit quel pays va accueillir, etc. Mais pour moi, on pourrait avoir 3 slots qui sont en gros des slots un peu libres et chacun peut voter. Donc les fans, les équipes pro et coureurs, hein, évidemment et puis l'UCI qui fait un choix. Comme ça, on aurait aussi de quoi aller chercher d'autres courses. Ça pourrait être sympa, mais je pense qu'il faut quand même garder un noyau assez. Parce que sinon, bah, pour moi, tu perds tout le côté de la Coupe du Monde, quoi. C'est-à-dire que si jamais une année, tu as une Coupe du Monde sur laquelle il y a 4 Flandriennes, par exemple, je prends un exemple au hasard, bien sûr, et que l'année d'après, tu te rends compte que dans les 4 courses d'une semaine, tu as 4 courses qui sont plutôt typées ardennaises. Bah tu vois, il y a aussi des coureurs qui vont se dire bah moi cette année ça me correspond pas la Coupe du Monde, Ouais. du coup j'y vais pas quoi. Alors que si ça change pas pour moi chaque année, bah les coureurs sont un peu obligés d'y revenir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. On est d'accord, Titien, il faut quand même ce socle de base de course qui ne bouge pas. Pour moi, il y a deux socles de base, il y a trois trucs. Il faut que ce soit des courses difficiles, ça se mérite d'être une manche de Coupe du Monde. Ouais. Ça doit être des courses. Ça, difficile veut pas dire ça grimpe ou voilà. C'est des courses qui doivent, à la fin, tu te dis, ouais, c'était une manche de Coupe du Monde. Les coureurs, ils ont fait quand même un sacré truc. C'est le premier truc. Le deuxième truc, il faut que ce soit quand même des courses historiques. Sinon, on va rentrer dans un système d'argent où celui qui mettra le Comme en plus F1 d'argent par sur la exemple. table, il sera manche de Coupe du Monde. On va se retrouver finalement avec la Chine qui veut absolument augmenter enfin, son image et puis le Ou, nombre de ou l'UAE développer Tour, le ouais. vélo et du coup voilà. Enfin, ouais, exactement. Donc l'Australie, ah bah, tiens, un cadet, tiens, on va mettre de l'argent, ils vont tous venir à la Cadet Evans classique. Voilà. Enfin bref. Donc il faut éviter, il faut quand même que ce soit une épreuve qui ait contribué à l'histoire du cyclisme. Ça ne veut pas dire que effectivement, comme tu dis, il peut pas y avoir une ou deux wildcards cette année, j'en parlerai après. Et le troisième critère, il faut que surtout ce soit réparti sur l'année. Encore une fois, c'est un fil rouge cette Coupe du Monde. Mhm. Il faut pas que genre il y ait 8 épreuves jusqu'à avril et puis qu'il y en ait deux ensuite sur les 6 autres mois de l'année. Ça, c'est pas possible non plus. Il faut vraiment. Je sais qu'il y a la majorité des classiques en début d'année, mais il faut arriver à trouver le bon équilibre. Alors évidemment, entre mai, juin, juillet, c'est pas là qu'il y aura des classiques, donc ça fera une pause, ce qui est pas très grave. Mais il faut vraiment que ça saque quelqu'un qui soit en forme toute l'année, ou du moins qui joue la victoire toute l'année. Donc ça, c'est important. Donc pour moi, il faut qu'il y ait un socle, effectivement, comme on dit. D'au moins, je sais pas, on se dira peut-être un nombre après, mais C'est 80, mon prochain point. C'est mon prochain point. 80 à 85% des courses qui soient à peu près les mêmes. Et derrière, effectivement, il peut y avoir des courses, une ou deux,
ils peuvent être rajoutés en fonction de leur intérêt, en fonction probablement de l'argent qui sera mis, mine de rien, voilà, mais qui peuvent être remises en cause toutes les 2 ou 3 ans. Voilà, mais en tout cas, il faut quand même qu'il y ait une base qui soit la majorité des courses de cette Coupe du Monde et qui ne bouge pas, et d'autres pour soit développer le cyclisme dans telle région, soit parce que la course, Mhm. voilà, est intéressante. Enfin voilà, il peut y avoir effectivement cette zone-là, mais ça doit se mériter d'être une épreuve de Coupe du Monde de cyclisme. Alors, vous m'avez cité. Alors, je vais vous faire une proposition. Vous allez me dire si ça vous convient, parce qu'il faut mine de rien que l'émission avance. Donc, on va quand même, voilà, il faut quand même proposer un calendrier. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va terminer par ça cette émission. Vous m'avez proposé à peu près 25 noms, puisque actuellement il y a 21 courses d'un jour World Tour, plus le Broléans, plus Paris Tour, plus Milan-Turin. Ça fait 24-25 courses. Je vous propose, messieurs, de manière arbitraire, de couper en deux et de faire une Coupe du Monde à 12 manches, avec pourquoi pas 2 wildcards qui peuvent changer voilà, en fonction des années et autres, et un socle de 10. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de raisonnable? La dernière Coupe du Monde était à 10 courses. On sait aujourd'hui que le calendrier est un peu plus étendu. Il y a 12 mois dans l'année. Est-ce qu'une Coupe du Monde à 12 manches, ça vous convient? Moi, Ça me semble correct, hein. moi, ça me semble pas mal. Ouais, J'avais c'est pas noté mal. 15. Moi, j'avais noté 15 dans le sens où, en fait, je prenais toutes les courses, les classiques World Tour actuelles, et mais je prenais pas celles de catégorie 6, c'est-à-dire tous les Cadel Evans, etc., celles qui ont été un peu ajoutées récemment. Et donc, ça me faisait un total de 15, parce que je me dis, les équipes sont beaucoup plus structurées. En effet, les coureurs peuvent faire peut-être plus de jours de course. Donc, 15 par rapport à 10, ça me semblait bien, mais Voilà. 12 plus 2 wildcards ou 10 plus 2 wildcards, moi On peut faire, on peut faire aussi, Simon, on peut faire, si ça convient aux autres, on peut faire par exemple 12 fixes et 2 ou 3 wildcards, ce qui fait un total de 14 ou 15, mais avec tournante et avec un fixe de 12. Comme ça laisse un peu plus de place, peut-être pour certaines courses. Est-ce qu'on part sur un fixe de 10 ou un fixe de 12? Parce que c'est celle qu'on doit déterminer. Le reste, on a dit que ça peut un peu tourner. On traitera ça dans la toute dernière partie de l'émission, mais il faut qu'on fixe. Est-ce qu'on part sur un fixe de 10 ou un fixe de 12? Je parle des courses qui ne Moi, changent pas. moi, je partirais sur 10. La rareté fait quand même Mhm. la rareté donne la valeur. Si tu commences à prendre toutes les courses World Tour, je trouve que ça perd aussi en valeur. Donc, non, non, moi, je serais sur un nombre de 10 et pourquoi pas De wildcard. 2 wildcards, mais plus quelque chose est rare, Plus plus il a de ça la lui donne de valeur. l'importance. Ça se mérite, un maillot de Coupe du Monde, C'est un ce que me dit ma classement, et femme tous les voilà. jours. Donc, très bien, écoute, formidable. Non, mais du coup, tu m'as coupé tu m'as Ouais, coupé c'était le fait secret. exprès parce que tu parles Euh, trop. je me tais et moi, je pars sur 10, mais chacun peut avoir son avis. Puppy, 10 ou 12 fixes? 10 fixe, je suis d'accord avec Titien. Je pense qu'il faut rendre quand même de sa superbe à la Coupe du Monde. Et comme Titien l'a dit, ça se mérite d'être à la Coupe du Monde. Donc je pense que 10, c'est vraiment pas mal pour pouvoir avoir derrière, peut-être, voilà, justement, d'avoir 2 courses qui pourraient se rajouter après, mais d'avoir un socle fixe de 10, je trouve ça vraiment bien. Simon, est-ce que tu es convaincu? Est-ce que ça te convient? 2 wildcards plus 10 fixes, sachant que il y a en plus de ça, de ces 12 courses, il y a chaque année les championnats du monde, les championnats d'Europe et tous les 4 ans les championnats olympiques. Non, mais je vais vous suivre, mais moi je serais bien parti sur 12, parce que je me dis, par exemple, un Pogacar, il peut faire 5 courses, il n'est pas obligé de faire les autres. S'il gagne les 5, il peut gagner la Coupe du Monde. Alors que Ouais. 12, ça fait plus de chances aux C'est autres des de prendre fixes, des hein. points pendant qu'il y est pas. Mm. C'est des Ouais, courses ouais, mais fixes. Donc 12. en vrai, tu vois, t'en auras 10 fixes, mais tu peux avoir tu en as qui vont se rajouter après, tu vois. C'est juste Mhm. d'avoir un socle de base. Mais c'est pas un truc anti-Pogacar. Pour moi, c'est super si Pogacar gagne la Coupe du Monde, ça doit récompenser le mec le plus fort. Donc, si on commence à faire des trucs, enfin, pour moi, Pogacar, il gagne toutes les courses les plus prestigieuses, il gagne la Coupe du Monde. Enfin, il faut pas. Ouais. Encore une fois, Pogacar, c'est un ovni. Mais si tu enlèves Pogacar de l'équation, et comme je le dis, dans 10 ans, Pogacar, alors, sauf s'il a c'est une longévité de fou, il sera plus dans le peloton. Donc, faut pas uniquement faire en fonction de ça. Moi, je sais pas. Non, mais Ça me gênerait quand même de mettre des courses. Il y a quand même une certaine hiérarchie dans des courses, par exemple, d'aller chercher des courses. Rien que la longueur entre un monument ou des courses comme l'Amstel ou voilà ou Saint-Sébastien, toutes ces courses, il y a cette longueur aussi qui fait qu'il y a ces grandes courses. Ouais. Il y a des courses moins grandes et pour moi des courses de 190 bornes, ça peut pas être au même niveau dans une Coupe du Monde qu'une course de 250 bornes comme l'Amstel qui n'est pas un monument mais qui est quand même une très grande course.
Alors, Je pense qu'il y a de quoi en mettre une, deux de plus, mais bon, allez, je vais vous suivre. alors on va faire justement cette liste et puis tu te battras sur les wildcards, Simon. Donc, on part sur un calendrier de 10 fixes et de 2 wildcards et on parlera justement de cette liste de wildcards et de ce que vous aimeriez mettre. Il faut qu'on soit d'accord sur les 10, donc ça va être un vote et on va débattre. Et puis après, les wildcards, ça vous pouvez rajouter celles que vous avez envie, vous, dans votre Coupe du Monde idéale. Mais vous n'êtes pas obligé, si Simon tu vas ajouter une course et puis que c'est pas la même que Titien, c'est pas grave parce que celles-là elles peuvent changer. Donc on part sur cette sélection-là. Messieurs, alors pour que ça soit efficace et que tout le monde comprenne et que tout le monde puisse, voilà, je vais citer des courses et vous allez me dire dans l'ordre, oui ou non, mais dans cet ordre-là. Donc Titien, puis Simon, puis Poppy. Comme ça, à chaque fois, vous savez quand c'est votre tour de parler. Alors, on va commencer par les plus évidents. Donc, on parle des 10 fixes. Milan-San Remo. Oui. Oui. Oui, Bon, ça c'est facile. Tour des Flandres. Oui. 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 Pardon, Simon. Paris-Roubaix. Bon, moi non, Oui. mais vous oui. Non. Ah, Non, mais je déconne, bien sûr que oui, mais oui. Oui, évidemment. Oui, évidemment, Paris-Roubaix. Liège-Bastogne-Liège. oui. Oui. Oui, Et là où Tour de Lombardie, ça passe aussi. Oui, c'est en fin de saison. Faut Quand même, durer ouais. jusqu'à la fin de saison. Oui. Puis 4 monuments, on en met les 5. Attends, pas les pauvres. Poppy. je suis oui aussi. Ah, Nico. bah, finalement, ça passe. Oui, oui, ça passe quand même. Comme dit Ticia, c'est en fin de saison, il faut quand même garder de la hype Coupe du Monde jusqu'à la fin aussi, hein. Faut pas que ça s'arrête en juillet, hein. Oui, donc évidemment, c'était les 5 monuments, c'était le plus facile, pas beaucoup de suspense là-dessus. Par contre, pour les 5 places qui restent, on va regarder les noms qu'il y a à disposition et je vais les faire pas dans l'ordre, je vais pas le faire dans l'ordre du calendrier de la saison, mais je vais le faire en commençant par certains noms. Alors, premier dossier qu'on ouvre pour être une course fixe, les Strade Bianche qui se déroulent début mars. Titien, est-ce que les Strade Bianche c'est Coupe du Monde? Euh, non. Pas de Strade Bianche pour Titien. Est-ce que Simon? Oui, parce que c'est une course quand même assez particulière et unique. Poppy, il y a déjà 2 courses italiennes. Est-ce qu'on en rajoute une troisième avec les Strade Bianche? Je suis carrément pour, hein. Pour moi, c'est une course parfaite pour la Coupe du Monde, Estradé. Alors, Titien, pourquoi pas les Strade Bianche? C'est trop dur. Ça élimine trop de monde. C'est quand même une course très spécifique avec du gravel. Il manque de la distance, je trouve. Je sais pas, moi, je trouve que ça éliminerait déjà un grand paquet de monde, hein. Eric Decker ou Van Petegem, enfin voilà, Eric Zabel n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde avec les Strade Bianche. Il participerait même pas à cette épreuve. Il marquerait 0 point. Il y a déjà Liège et le Lombardie qui sont des épreuves spécifiques où si tu grimpes pas un chouïa, tu vas marquer 0 point. Ça ferait une troisième épreuve, ça me paraît quand même beaucoup. Pour moi, il faut laisser sa chance à un profil large de coureurs. Et alors, peut-être si on revient au Strade Bianche d'il y a 3 4 ans avec l'ancien parcours et avec pas la nouvelle boucle de 600 mètres de D+, pour ajouter, ou des Van Der Poel, des Van Aert gagner cette course, Cancellara gagner cette course, là je vais dire pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu une course, pas loin d'être une course quand même de grimpeurs. Et là, je trouve que ça ferait trop de courses vraiment hyper restrictives pour des profils un peu plus lourds dans le calendrier. Donc, dans sa forme actuelle, si on a déjà Liège et si on a déjà le Tour de Lombardie, je trouve que ça élimine trop de coureurs à cette Coupe du Monde et ça créerait déjà un profil type de coureur pour la gagner, sachant que les bons grimpeurs peuvent quand même bien résister sur des courses comme le Tour des Flandres ou Milan-San Remo et aller marquer quelques points, là où des mecs un peu plus lourds n'auraient aucune chance. Donc voilà, je trouve que c'est dans son format actuel de dénivelé, je trouve que c'est trop difficile et ça rajoute trop de courses pour grimpeurs au calendrier. Voilà. Alors, pas d'unanimité sur les Stradés, donc je la mets dans la case. Peut-être, on y reviendra parce que peut-être qu'elle sera soit en wildcard, soit. Mais moi, pour l'instant, j'ajoute que celles qui ont une unanimité. Donc, on en reparlera. Les monuments, c'est fini. On n'en reparlera plus. On sait qu'ils sont dedans. C'est pour tout le monde. Autre course où il pourrait peut-être y avoir une unanimité parce qu'elle faisait déjà l'unanimité à l'époque de la Coupe du Monde, de l'ancienne Coupe du Monde. Dans cette nouvelle Coupe du Monde, l'Amstel Gold Race, est-ce que c'est Coupe du Monde? Bien sûr. Oui. Oui, pour moi aussi.
Pour moi aussi, évidemment. Unanimité sur l'Amstel, on a donc notre 6e course fixe. Je pose une question parce que moi j'ai toujours été très étonné de ne pas la voir dans la Coupe du Monde et pourtant ça fait partie de ce triplé ardennais. La Flèche Wallonne, est-ce que la Flèche Wallonne aujourd'hui avec son statut, son côté historique, les vainqueurs qu'elle a pu avoir, même malgré sa longueur un peu plus faible que les autres, est-ce que la Flèche Wallonne c'est Coupe du Monde, Titien? Alors ça pourrait, ça devrait, mais non, parce qu'on ne peut pas mettre trop d'épreuves et qu'encore une fois, ça concentrerait toutes les épreuves. T'imagines, sur cette semaine ardennaise, il y aurait déjà 3 manches de Coupe du Monde, il faudrait en sacrifier plus tard dans l'année. Donc il y a déjà l'Amstel, il y a déjà la Flèche, moi je dirais non. On a Et déjà dans tous les Liège. cas, ce qui n'empêchera pas les meilleurs... Oui, il y a déjà exactement, et ça n'empêchera pas les meilleurs coureurs de venir, puisque c'est un enchaînement logique avec l'Amstel et Liège, donc je vais plutôt partir sur non. Simon, la Flèche. Euh, non, pour moi aussi, pour la même raison. 3 courses pour la Coupe du Monde dans la même semaine. Plus un scénario, pour le coup, qu'on connaît quand même souvent, c'est l'arrivée au mur de 8. Même s'il y avait l'enjeu Coupe du Monde, je suis pas sûr que ça changerait beaucoup le scénario. Donc s'il faut en zapper une des 3, c'est celle-ci. Puppy. Moi non plus, ça n'a pas sa place, malheureusement. Ok. Je trouve que la course est pas assez dure. Enfin, ça se finit toujours comme a dit Simon, sur le même scénario avec cette montée finale. Donc, malheureusement, il n'y a pas assez de difficultés sur le parcours pour moi pour être dans la Coupe du Monde. La classique, donc la flèche est écartée de notre sélection des 10 fixes. Peut-être que vous pouvez la rajouter voilà, en course wildcard, pourquoi pas. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. La classique de Francfort, début mai. Non. Non. Simon. Non plus. Puppy. Non plus. Très bien. Une autre course historique de la Coupe du Monde, celle-ci je pense qu'elle aura un peu plus de débat. Une autre course historique de la Coupe du Monde, c'est en août la Classica San Sebastian, donc la seule classique World Tour espagnole. Ça c'est Coupe du Monde, Titien. Évidemment, course très ouverte qui peut laisser la place à beaucoup de profils différents et ça permet de redynamiser le mois d'août sur les classiques parce qu'aujourd'hui on est un post-Tour de France, la Vuelta arrive, c'est une course de prépa mais du coup tous les mecs qui ont fait le Tour de France, pouah, ça c'est une semaine après le Tour, la flemme, il y en a plein qui vont sur cette course et qui bâchent à la mi-course. Il y a une autre partie du peloton qui revient préparer la Vuelta. Ça redonnerait des laines de noblesse à cette course et ça permettrait dans cette logique toujours d'avoir un peu un fil rouge et des courses. Ça se mérite, faut être en forme un peu tout le temps, de relancer cette dynamique de classique au mois d'août. Donc oui pour moi. Simon. Oui, bah pour le côté historique, hein, elle faisait partie de la première version de la Coupe du Monde. Elle est bien placée dans le calendrier parce que justement, on n'en a pas beaucoup d'autres à ce moment-là. Et puis, bah, garder une classique espagnole quand même, ça serait la moindre des choses. Si on en met beaucoup en Italie, en Belgique, en France et aux Pays-Bas, au moins qu'il y en ait une dans un autre pays, donc l'Espagne, donc c'est oui. Et Puppy. Tout a été dit pour moi, donc c'est aussi un grand oui pour la Classica San Sebastian. Eh ben Puppy, je vais commencer avec toi pour la prochaine parce qu'on a notre 7e fixe, la Classica San Sebastian. On reste en automne, enfin en fin d'été, début d'automne, avec, moi j'ai un débat Puppy pour toi, ce serait cool d'ajouter une course éventuellement au Québec. Québec ou Montréal, on est d'accord plutôt Montréal. Est-ce que Montréal, pour un peu le côté mondialisation du cyclisme et pour le succès qu'ont les courses québécoises, alors on n'en met qu'une des deux évidemment, est-ce que Montréal, pour toi, c'est Coupe du Monde? Alors, me faites pas dire de bêtises. Montréal et Québec, on est d'accord que c'est le parcours, c'est une boucle, hein, c'est un circuit, C'est c'est un ça? circuit. Moi, je suis pas fan des parcours en circuit, euh, idéalement, et je trouve que dans la Coupe du Monde, ça ferait aussi, pour moi, un peu tâche. Alors, une course à Montréal ou au Québec, pourquoi pas, mais sous un autre format que juste faire des boucles enfin, des boucles comme un circuit, j'aime pas du tout ça. Il y avait ce débat qui avait été ouvert par rapport au cyclocross, notamment aux Jeux d'hiver, et on se disait, attendez, les gars, si c'est pour créer des parcours artificiellement, etc., machin, machin, c'est mort. Et pour créer des boucles et tout, machin. Bah, je suis un peu dans le même état d'esprit. J'ai pas envie que ça soit qu'on ait des gars qui fassent 4 boucles de 40 bornes et qu'ensuite ce soit la fin. J'aimerais vraiment que ce soit un parcours qui part d'un point A et qui arrive à un point B. Et je trouve que c'est un peu plus respectable. Donc, s'il y a un nouveau tracé de ce Grand Prix-là, pourquoi pas. Mais du coup, dans le cas actuel, je vais dire non. Donc oui, mais, donc à discuter. Titien, Québec, Coupe du Monde. Bah, ni Québec ni Montréal, parce que je vois pas pourquoi une des deux le serait et pas l'autre. Ok. On a tendance à penser à Montréal, je pense, parce que c'est la plus dure. Mais finalement, le scénario de Québec est parfois plus indécis. Donc, franchement, je me vois pas mettre l'une et pas l'autre.
Et puis encore une fois, Montréal, c'est tellement dur comme classique. Enfin, on voit bien cette année, hein, les écarts sont monstrueux, c'est très typé grimpeur. Donc, en fait, il y aurait une seule classique au Canada des deux, j'aurais dit oui, parce que ça aurait permis de mettre une manche aux États-Unis. On voit aussi que ça En emmerde tout Amérique le du monde Nord. en Amérique du Nord. Oui, pardon, excuse-moi. On voit aussi que, tu vois, en cyclocross, par exemple, ils l'ont enlevé cette année, mais il y avait une manche avant qui était aux États-Unis. Et ça embêtait je sais plus, c'était celle de, non, c'était pas Fayetteville, il y en avait une autre, mais ça embêtait un peu tout le monde. Fallait faire un déplacement et puis revenir juste pour une course. Donc, je sais qu'on a envie de développer le cyclisme partout, mais non, enfin, je saurais pas laquelle des deux choisir. Donc non. Ok, Simon. Bah, moi, quand tu t'as demandé un petit peu les courses qu'on choisirait, j'en ai noté 5 comme ça là, d'un coup, comme ça, et la course n'y figurait pas. Donc, D'accord. je vais rester sur mon premier avis, même si en effet, sur le papier, dans le contexte de mondialisation, ça serait sympa, mais c'est comme l'a dit Titien, le fait qu'il y en ait deux et qu'on n'en prenne qu'une, ça serait un peu bizarre. Ou alors faire une année sur deux, l'une et l'autre, mais bon, je vais rester sur mon premier choix et donc dire non. Donc le Québec et Montréal seront peut-être en wildcard, mais en tout cas pas dans les fixes. On va partir en Allemagne, parce qu'historiquement, en tout cas dans les 7 dernières années de la manche de Coupe du Monde, il y avait justement la scie classique de Hambourg. Poppy, une course pour sprinter, une course pour grosse cuisse, scie classique de Hambourg et une course allemande. Quand même, l'Allemagne, il y a quand même pas mal de cyclistes. Est-ce qu'on met une course allemande dans le fixe? Ça pourrait. Encore une fois, je pense pas que la course soit assez difficile pour la rentrée dans la Coupe du Monde. C'est difficile. Bon, il y a tellement d'autres courses qui méritent de passer devant celle-ci, donc je vais dire non par rapport à ça. Donc pas de scie classique de Hambourg. Titien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que pareil, c'est une semaine après ou 2 semaines après Saint-Sébastien, ça relance la saison et surtout, bah oui, on n'a plus rien à faire de cette course parce que justement, elle est plus dans la Coupe du Monde. Mais c'était quand même une très très belle épreuve à l'époque. Hein, et surtout, c'est assez indécis. Et aujourd'hui, il y a que des sprinteurs qui y vont. Mais si demain, tu fais venir des mecs punchers, grimpeurs qui ont marqué des points sur pas mal d'autres courses, ça peut rendre avec l'ascension du Vasberg, qui est certes pas insurmontable, mais si des vrais grimpeurs ils rendent la course difficile. Tu sais quoi, faisons la liste. Pour moi, c'est clairement pas celle que je prioriserais. Mais s'il faut en faire entrer une dixième dans un arbitrage, Ok. pourquoi pas être cette dixième course que je rajouterais. Comme Je l'Estradé, dis quoi. pas C'est à oui. discuter. Ah, voilà, à 10, je suis pas fermé. Je suis pas fermé. Simon. Moi, c'est un grand oui, parce que déjà, course quand même historique, et surtout, c'est peut-être celle qui serait la plus accessible aux sprinters, parce que mine de rien, Milan-San Remo, on le voit aujourd'hui que c'est plus trop le cas. Donc, même s'il y a des petites cotes qui peuvent les embêter, comme a dit Titien, ils passent bien les bosses. Donc, si ça peut être leur meilleure chance de gratter le plus de points, si c'est en plus des bons Flandriens, ça peut leur permettre de revenir un petit peu dans le jeu avant la fin de saison. Donc, puis voilà, une course en Allemagne comme une course en Espagne, Mhm. pour moi, on a dit non à Francfort, mais c'est oui pour Hambourg. Alors Vous allez me messieurs, il faut convaincre. Simon m'a convaincu. Simon m'a convaincu. Je dis oui. Vous allez me convaincre aussi, messieurs. Alors du coup, Hambourg rejoint l'Allemagne, rejoint notre pôle. C'est la C'est huitième. vrai que ça ferait une course pour les C'est sprinters. Ce serait quand même. Ouais, c'est ça c'est la qui, huitième fixe. C'est très bien. qui est sympa. On passe au suivant parce qu'il faut quand même encore. Pour l'instant, on n'a que 3 courses en automne. Ce serait bien d'en avoir une quatrième pour faire 6 et 4 dans les manches fixes. Et donc, je vous propose un choix franco-français, puisque je vous propose de choisir entre la Bretagne classique et Paris-Tours pour notre quatrième course automnale, parce que ce serait cool d'avoir une deuxième course française. Pour l'instant, il n'y a que Paris-Roubaix. Donc je pense qu'on est tous d'accord, ce serait cool d'avoir 2 manches fixes de Coupe du Monde. Et il y a 2 candidats en automne, la Bretagne classique ou Paris-Tours. Messieurs, faites vos jeux. Puppy, Bon, le choix Bretagne il est déjà classique ou fait, hein. Pour Paris-Tours? moi, pour moi, c'est Paris-Tour, hein. Paris-Tours pour Puppy. Titien, Paris-Tours ou Bretagne? Paris-Tour, mais il va falloir changer de week-end. Oui, Parce bien que sûr. maintenant, il y a les championnats d'Europe qui ont pris la place, donc pas une semaine après les mondiaux et une semaine avant le Lombardie. Donc Paris-Tour a été un peu dégagé et maintenant se dispute le lendemain du Lombardie. Et ça, c'est pas possible. Il faudrait le remettre à son ancienne place qui était donc une semaine avant le Oui, Lombardie. début Si on octobre. fait ça, évidemment que Paris-Tour, redonner des lettres de noblesse à cette course historique, oui.
Mais si on n'arrive pas à changer le calendrier, c'est pas possible. Très bien. Simon, Paris-Tours au Bretagne Classique. Ouais, bah si c'est comme Titien a dit, on la ravance d'une semaine, moi c'est pareil tour aussi. Je pense que c'est une course qui est quand même un peu plus intéressante et indécise Ah que ouais, Chloé. c'est trop bien, hein, c'est vraiment trop bien en vrai, hein, franchement. Donc Paris-Tours fait le cut et est notre neuvième place fixe. Je rappelle pour l'instant donc les 5 monuments, l'Amstel, la classique à San Sébastien, la classique de Hambourg et donc Paris-Tours. Donc on est sur du très classique, hein, c'est exactement les courses. Il me faut, messieurs, il me faut ma 10e course. Alors on n'en a pas encore parlé, est-ce qu'on ajouterait éventuellement une Flandrienne? Et alors dans les Flandriennes, vous avez du choix, je vous donne les choix, parce que éventuellement si vous voulez rajouter une en printemps, il y a le Newsblad, l'Omloop, donc voilà. Il y a le Bruges de Panne, il y a le 3 classique, il y a Gand-Wevelgem et il y a le Dwarf. Est-ce qu'il y en a une de celles-ci qui vous parle? Poppy, est-ce que tu en as une où tu te dis j'ajouterais bien une Flandrienne? Le problème, c'est qu'elles sont toutes simples, toutes vraiment bien. À choisir, j'irais plus quand même mettre Gand-Wevelgem, je pense. Ok, pourquoi pas Gand-Wevelgem? Titien, une Flandrienne en plus? La seule qui peut, c'est Gand Wevelgem parce que c'est la longueur, parce que c'est un scénario qui peut sourire à beaucoup de coureurs. Donc le 3 c'est la répétition du Tour des Flandres. Donc voilà, l'Omloop, c'est pas assez long. Non, la seule que je mettrais, pour moi, ce sera en balance du coup avec l'Estradé. Du coup, si on se tient à 10 ce sera Mhm. le Gand Wevelgem. Simon, Gand-Wevelgem aussi ou tu voulais pas parler d'une autre Flandrienne? Non, non, bah de toute façon moi je l'avais zappé parce que j'ai mis l'Estradé, donc mon top 10 il serait plein, mais moi je vais suivre mes camarades et on part sur Gand Game. Très bien, alors messieurs, c'est le moment du vote pour cette 10e place. Est-ce que j'ai oublié une course qui vous paraissait évidente pour entrer dans ce top 10 ou est-ce qu'on part sur un débat Gand-Wevelgem, Strade Bianchi pour cette 10e place? Cadel-Evan, Great Ocean, Great Race. Ah, purée. Bah non, mais est-ce que tu veux pas un retour du Grand Prix de Zurich? Non, non, non. On a plus de thunes, Oh, on est fauché. On peut plus. Oui, bien sûr. Ah, excuse-nous. Bon, d'accord, ok, très bien. Non, parce que c'est un peu pour avoir des nouveautés. Moi, je pars sur les courses existantes. On va pas créer une course pour la mettre dedans. Sinon, après, autant remettre la Coupe du Monde exactement comme elle était. Moi, je me base sur l'existant, des courses qui Et oui, bien fonctionnent. sûr. Donc, quitte à le remplacer. Moi, bon, je suis un amoureux d'Estrade Bianchi. Donc, moi, vous savez très bien que je voterai Estrade Bianchi et je partirai sur le même calendrier que vous. Et ce serait parfait. Ouvrir la Coupe du Monde avec l'Estrade, terminer avec le Lombardie, de redonner cette WS au Paris Tour. Moi, j'ai mon top 10 fixe. C'est celui que je pensais à la base. Mais il est temps de faire un débat, messieurs. Parce que moi, j'ai mon vote. Mais voilà. Et le public pourra voter dans les commentaires pour cette 10e place fixe, Strade Bianche ou Gand-Wevelgem. Moi j'ai voté Strade Bianche, mais c'est les votes qui chroniqueurs qui m'intéressent. Poppy, si on devait choisir cette 10e place, Gand-Wevelgem ou Strade pour le printemps du coup. C'est pas simple parce que c'est deux profils très différents. On a un profil qui se rapproche du Tour des Flandres, qui fait déjà partie de la Coupe du Monde, et on a l'Estradé, comme Tiziane l'a dit, avec un profil très atypique. Moi, je serais plus d'avis d'aller chercher dans l'Estradé. Je trouve que cette course, elle offre beaucoup plus de. Alors, je ne décrédibilise absolument pas Gambia Game, qui est une course admirable, mais je trouve l'Estradé est une course où il faut vraiment. Qui offre beaucoup plus de scénarios et qui est une course, à mes yeux, qui offre plus de spectacles. En tout cas, je ressens plus de spectacles en regardant l'Estradé qu'en regardant Gambia Game. On en reparle dans quelques jours, quand on en parle n'importe quoi. Enfin, là, actuellement, quand on enregistre, on en reparlera dans quelques jours, mais vous verrez que le Gambia Game de cette année me fera mentir. Mais en tout cas, j'y repartirai plus sur l'Estradé, qui pour moi maintenant, voilà, si on, je suis désolé, hein, Titien, mais il y a un débat quand même dans l'Estradé, sixième monument ou pas. Il y a eu cette discussion. Il n'y a pas eu cette discussion pour Gand-Wevelgem. Donc clairement, j'ai envie de partir sur l'Estradé. C'est une course qui a réussi à faire sa place dans le calendrier, alors qu'elle est super, super récente, hein. C'est une course qui a même pas 20 ans. Donc, clairement, et tous les grands coureurs ont gagné sur l'Estradé, hein. Des gars qui auraient pu gagner la Coupe du Monde aussi, notamment Cancellara, etc. Donc, pour moi, là, clairement, sa place dans la Coupe du Monde, plus qu'un grand Game qui, pour moi, reste encore une couche trop proche du Tour des Flandres. Et voilà, j'aime bien l'ouverture Strade Bianche avec ces routes-là, et puis ensuite fermeture avec le Paris-Tour puis Lombardie, bah voilà, Paris-Tour, c'est à peu près le même. Il y a aussi des chemins, un petit peu les chemins de vigne qui rappelleraient le Strade, donc clairement, je trouve que c'est une bonne course pour ouvrir la saison, pardon.
Titien, toi, tu serais pour une raison de profil et de difficulté plus Gant-Wevelgem. Si on veut qu'en fait des gars comme Mathieu Brennan ou Paul Magnier ne jouent jamais cette Coupe du Monde, bah en fait mettons l'Estradé. Et en fait ni sur le Lombardie, ni sur Liège-Bastogne-Liège, ni sur l'Estradé, ils ne marqueront jamais de points. C'est trop difficile l'Estradé aujourd'hui. C'est trop difficile. Paul Sexas, c'est un grimpeur, il est deuxième. Del Toro, c'est un grimpeur, il est troisième. Pogacar, c'est un grimpeur, il est premier. C'est plus facile pour des profils un peu hybrides d'aller marquer des points sur tout type de course que un sprinter d'aller choper des points sur un. Enfin, on a quand même deux courses avec Liège et avec le Tour de Lombardie où tu sais que si t'es pas grimpeur, tu marqueras 0 point. Alors tu vas me dire, un Liège dans certaines configurations comme l'année dernière, possible, mais je trouve ça trop. Je comprends, et moi aussi je trouve que l'Estradé, c'est incroyable, c'est fou. Mais si on veut donner quand même de l'intérêt à ce classement et que ce soit pas un classement réservé à des grimpeurs, parce que les grimpeurs peuvent performer sur toutes les courses qu'on a dit, même sur un Tour des Flandres, tes grimpeurs, on a vu avec Paré-Pinte qui allait chercher une place dans le top 20 l'année dernière, tu peux toujours aller gagner, marquer des points, peut-être sauf sur Paris-Roubaix. Sinon, toutes les autres courses, tu peux y aller. Yann Ulrich, il allait terminer dans les 10 premiers de la Cyclassics. Enfin voilà, vraiment, tu peux marquer des points partout. Ce sera réduit à une poignée de coureurs, moi je trouve, et c'est un petit peu dommage. Et on a quand même des super champions qui sont des Flandriens, qui sont des sprinteurs, qui savent aussi passer les bosses, Mhm. qui peuvent devenir, je parlais de Brennan, de Magnier, des purs coureurs de classique. Je vois pas pourquoi on leur dirait, bah toi, la Coupe du Monde, ce sera pas pour toi. Et les Strade Bianche dans l'état, c'est une course tellement difficile avec tellement de dénivelé que des coureurs comme ça, ils partiraient avec un malus, puisque dès le premier monument de la saison, il ne pourra pas marquer de points. Moi, j'ai bien envie que ce soit Milan-San Remo, que ce soit une course ouverte, que dès le début, tout le monde puisse avoir sa chance et que tout le monde puisse lancer sa Coupe du Monde. Là, on va démarrer avec une épreuve ultra restrictive. Enfin, moi, du coup, tous ces coureurs, ils abandonneront même le fait de la gagner parce ils auront aucune chance. Je trouve ça quand même très dommage dans un cyclisme où on perd déjà beaucoup de suspense aujourd'hui sur beaucoup de courses. Enfin, et je comprends encore une fois la volonté de valoriser l'Estradé. Moi aussi, j'adore cette course. Mhm. Voilà. Mais dans Ouais. une logique de valoriser les chances de tout le monde, de tous les profils et de faire vraiment de la Coupe du Monde celui qui aura été le plus consistant sur l'ensemble des épreuves, comme l'était la Coupe du Monde avant, où même Zurich, Fletcher l'a gagné, c'était pas un grimpeur. Enfin, tout le monde avait sa chance sur beaucoup de profils. Voilà. Donc, non. Enfin, je préfère évidemment l'Estradé à Gant-Wevelgem, mais pour la logique, pour démarrer avec une Ouais. course ouverte avec San Remo, je choisis Gant-Wevelgem. Simon, donc c'est toi qui vas trancher Gant-Wevelgem ou Strade Bianche, sachant que il y a encore deux courses wildcard pour rééquilibrer un peu le calendrier. Donc, par exemple, si on met les Strade Bianche ou Gant-Wevelgem, on pourra mettre des courses d'un autre profil dans les wildcards pour équilibrer justement, pour avoir justement un 6 et 6, on va dire, sur les différents profils, comme vient d'expliquer Sticien. Donc, Simon, tu tranches. Ouais, je crois qu'on s'embête trop, les gars. On met 11 courses et on met les deux, hein. Puis voilà, hein. Voilà. Non, en vrai, après avoir écouté les arguments des deux côtés, moi aussi je suis un grand fan d'Estradé, mais les arguments de Titien sont très bons, et je me dis, allez, si on met une wildcard sur l'Estradé au moins une année sur deux, je vais pencher pour Gant-Wevelgem en tant que course présente tous les ans. Eh bien, Titien, c'est une victoire pour toi. Tu as réussi à retourner Simon et donc l'opinion publique. Donc, c'est Gant-Wevelgem qui va rejoindre ça. Mais évidemment, rien ne vous empêche, et je pense, Poppy, que tu seras d'accord, de rajouter l'Estradé Bianche comme 11e course dans le wildcard. Dites-nous, vous, dans le cher public de Radio Fringale, chers spectateurs, chers amis, chers membres de l'association, dites-nous ce que vous pensez de cette liste de 10. Alors maintenant, pour terminer l'émission, à partir de cette liste de 10, donc je la rappelle, dans l'ordre du calendrier. Cette fois, je fais l'ordre calendaire, tel qu'il a été déterminé. Milan-San Remo, première course. Ensuite, Gant-Wevelgem. Ensuite, Tour des Flandres. Ensuite, Paris-Roubaix. Ensuite, Amstel. Ensuite, Liège. Pause, saison des grands tours. Puis, après le Tour de France, dans l'ordre, avec le changement de calendrier de Paris-Tour, ça nous donne la Classica San Sebastian, la Hambourg Classique, si classique. Ensuite, au mois d'octobre, Paris-Tour, puis on termine la deuxième week-end d'octobre avec le Tour de Lombardie. Voilà les 10. Messieurs, dans l'ordre, donc je vais commencer avec Poppy.
Poppy, si tu veux compléter ton calendrier parfait, alors là, il n'y a pas de vote, il n'y a pas, c'est ton choix personnel. Quelles sont les 2 courses que tu me rajoutes à ce calendrier de 10? Bah moi, L'Estradé? je vais. Non, non, moi, Ah, pas l'Estradé. je- Ah, oui, c'est vrai que ça, c'est pas Bah, ouais, je vais. Non, tu sais quoi, je vais faire comme Titien a dit. Je suis d'accord avec l'argument de Titien, je vais pas prendre l'Estradé, mais à la place, je vais prendre le Trobroléon, du coup. D'accord, le Trobroléon, très bien. Voilà. Et Je puis, vais chercher le Trobroléon. Et puis moi, mais non, mais du coup, ça colle pas. Est-ce qu'on se rajouterait pas une classique de sprinter, genre. le Ah, Newsblad, c'est dur. Ouais, ou je pensais à Eschborn Francfort, par exemple, un truc comme ça, le Copenhagen juste Sprint. avant. Ouais, grave. Non, mais allez, Eschborn Francfort, tu vois, un truc de sprinter un peu pour qu'il marque des points, puisque ça, on se rajoute Ouais. le Trobroléon, donc voilà. Mais une course de sprinter où ça doit jouer un peu des coudes. Donc Trobroléon et Francfort pour la première année, du coup Ouais. en case tournante pour Poppy. Très bien, c'est des choix originaux, hein, ça se mérite là. Bravo Poppy. Titien, si tu devais rajouter 2 courses, ce serait lesquelles? En wildcard. Bah, il y a deux choix. Soit on fait le choix de se dire on veut l'estrader et du coup tu compenses avec une course comme par exemple la Panne là qui s'appelle Ronde van Bruges Ouais. qui mine de rien, Bruges de certes c'est Panne, pas ouais. une classique depuis longtemps mais avant c'était quand même une course assez alors mythique c'est un grand mot mais c'était une course par étape importante pour les Flandriens etc. Donc tu compenses avec une course toute plate si tu rajoutes l'estradé pourquoi pas. Moi ce que je ferais c'est plutôt la solution de Poppy. Alors le problème de prendre Francfort et le Trobro c'est que c'est le même jour. C'est le premier, c'est le premier Ouais, week-end de Faudrait ouais. le, mai. dé- faudrait le, dé- Ça, faudrait le ça décaler un petit peu, Faudrait que ouais. ça se décale, faudrait le mais. décaler. Mais pourquoi pas plutôt s'il faut aller prendre le Trobro. Le Trobro, c'est quand même hyper spécifique comme course, hein. Mais allez, il faut de la fantaisie, le Trobro, et puis peut-être une course qui est difficile, mais sans pour autant que ce soit restrictif, c'est les Trévalées Varésines, Ouais. on l'a vu, un Pogacar gagne, mais derrière, tu as un peloton d'une trentaine de coureurs derrière, où les grosses cuisses peuvent voilà, essayer de résister toute la course, et en même temps, les grimpeurs faire la différence. Mais voilà, peut-être je partirais plutôt sur des épreuves un peu hybrides comme ça, une magnifique course comme les Trévalées, et puis une magnifique course comme le Trobro, plutôt que de faire l'exercice bête et méchant, de prendre Stradé et une course poste de sprinter pour compenser. Moi, j'ai vraiment envie de commencer par le premier truc de la Coupe du Monde, Un c'est monument. l'incertitude. Sprinter, un monument déjà, et Milan-San Remo qui peut profiter à des mecs qui grimpent bien et des mecs qui sprintent bien aussi. Donc, je vais plutôt partir là-dessus, Trévalé et Trobroléon. Et puis T'as pas l'avantage, c'est peur, que. Titien, je pense à ça, excuse-moi Nico, qu'en gros dans les trois vallées varésines, justement les grimpeurs se passent un peu le mot pour essayer de faire exploser la course, et que derrière en fait les sprinteurs ou les mecs qui auraient les grosses cuisses des classiques, en fait puissent pas suivre et explosent complètement dans cette course-là et perdent un nombre de points énorme, tu vois, quitte à perdre le lead. Est-ce t'aurais pas peur qu'il puisse y avoir ça justement? Bah pourquoi pas après moi j'ai été restrictif sur les Non mais stradés oui. mais mine de rien il faut qu'il y ait des courses où voilà tout peut se passer. Les Trévalées c'est une très belle course, c'est dur et en même temps c'est pas insurmontable donc je trouve que c'est voilà le juste milieu. L'inverse serait la scie classique, c'est tout l'inverse. Par exemple, t'as très peu de chance quand t'es un grimpeur. On l'a vu avec UL l'année dernière qui a essayé de tout faire exploser et qui n'est pas arrivé. Donc, ça me choque pas. Il faut bien mettre aussi des courses avec un peu de difficulté. Donc, là, ça me choque moins qu'une course comme l'Estradé où, genre, t'es Paul Magnet, tu finis 60e au mieux, quoi. Très bien. Simon, tes 2 choix. Moi, je vais tricher, je vais faire mes 2 alternances, les 2 années. Non, 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 Euh, Simon, non, 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 t'as pas le droit. C'est tout le monde pareil. Tu nous fais chaque fois ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, on Simon, dirait Loïc Bon, là. On dirait Simon, les deux Loïc. choix. Simon. aïe, aïe, aïe. Parce que je voulais quand même mettre une classique du Canada, mais en me disant une année sur deux. Québec, Bon, une année sur 2, Montréal. franchement, ouais, mais le problème, c'est que si je veux aussi m'estrader, ça fait beaucoup de difficultés. Ticia va me dire, oh là là, Paul Ah non, Magny, comment il va faire? mais Montréal, c'est une course de grimpeur. Stradé, c'est une course de grimpeur. Bah voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je savais que Ticia allait me taper sur les doigts. Donc je vais dire Stradé parce que je veux absolument voir les Stradé. Et je rajoute à contre-cœur Eschborn Francfort pour dire c'est une course un peu moins dure. Paul Magny peut prendre des points.
Très bien, donc la voix de la raison du côté de Simon. Alors moi, j'en ai rien à foutre des commentaires de Titien et je vais faire full grimpeur parce que voilà, il va se faire mettre. Non, mais Alors, non, mais c'est vrai. Donc moi, je vais rajouter évidemment les Strade Bianche. Parce que c'est une course mythique et que j'adore cette course là et qu'en plus ça peut changer chaque année, donc il y a une année on peut mettre au lieu d'avoir les Strade, une autre année on mettra par exemple le Bruges de Panne ou voilà une course comme ça, ou un Trobroléon, ça ira très bien. Et puis je vais faire quand même, parce que ils ont fait, ça devient une course majeure du calendrier et que il faut aussi mettre des courses dans cette région du monde pour la mondialisation du cyclisme, et qu'il faut aussi récompenser ce travail, et puis voilà, c'est difficile de choisir, donc effectivement une année sur deux Québec, une année sur deux Montréal pour moi, avec peut-être des parcours comme tu l'as dit, peut-être plus, alors moi je serais plus de l'avis de justement, pour compenser un petit sien puis pas avoir des courses vraiment full grimpeur, de peut-être d'avoir un parcours un peu plus aplani, qui conviendrait plus aux sprinteurs ou aux coureurs puissants, et avec au lieu d'avoir une course en circuit, peut-être de faire une belle classique entre Québec et Montréal avec quelques bosses, mais peut-être quelque chose qui conviendrait plus à d'autres personnes et à d'autres types de coureurs, et pas simplement des punchers grimpeurs. Donc voilà, peut-être parce qu'ils font quand même un énorme travail au niveau de ça permet de la mondialisation du cyclisme. Ils organisent des magnifiques classiques depuis des années, et que en plus c'est une course qui est située en automne, donc si je veux avoir 7 courses au printemps et 5 courses en automne pour pas déséquilibrer trop le calendrier, et puis au printemps il fallait choisir entre les Strade et la Flèche Wallonne, et je renonce malheureusement à la Flèche Wallonne que j'adore, ami belge, parce qu'il y a déjà beaucoup de courses en Belgique. Vous allez me dire, il y a déjà deux classiques en Italie, voilà, mais c'est juste que j'aime trop les Strade Bianche, et qu'effectivement c'est pas au milieu d'une semaine, il y a quand même un petit peu d'écart, il y a quand même deux semaines d'écart, les 2 semaines de Paris-Nice et Tirreno, entre Milan-San Remo et l'Estrade, et puis on sait que Tadej Pogačar ne va plus faire, donc en tout cas en tout cas ça va plus être une priorité Milan-San Remo, donc même s'il continue à faire les Strade, et encore faut qu'il continue à les faire, moi je trouve que des Strade effectivement Titien qu'on pourrait un peu aplanir, remettre de l'époque Cancellara, Sagan, effectivement ça pourrait convenir à beaucoup de types de coureurs, des coureurs endurants, des coureurs punchy, des coureurs comme Pidcock, des coureurs comme on avait vu à l'époque comme des Sagan, ou des Mathieu Van Der Poel, des Wout van Aert, ce type de coureurs là, si on arrive à refaire des Strade comme ça, des Next Tibar, des coureurs comme ça, donc voilà, et puis ça représente bien le cyclisme actuel. C'est des courses très très populaires, les Strade et les classiques au Québec, Montréal, donc peut-être une année, une ville l'autre, et puis une autre course en Europe, ça peut être les Strade, ça peut être autre chose. Voilà pour ma sélection personnelle, parce que ça fait partie du cyclisme actuel, et que si t'arrives pas à grimper, que tu t'appelles Tim Merlier ou Jonathan Milan, et t'as qu'à bosser. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Toujours est-il que c'était cette émission magnifique d'1 heure et demie qu'on a fait ensemble sur la Coupe du Monde de cyclisme, avec la liste, comment est-ce qu'on ferait au niveau des points. Dernier point au niveau des points, on est d'accord, toutes les courses, parce que c'est quand même un championnat, les 12 courses qu'il y a, même les wildcards, ont tous le même barème de points. On est d'accord là-dessus. Pas de favoritisme pour les monuments, par exemple. Non, tout a le même nombre de points. D'accord, c'était juste pour être sûr. Donc voilà, vous auriez ces 12 courses, 2 wildcards, 10 fixes. Vous avez la liste, je la répète: Milan-San Remo, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, l'Amstel, Liège-Bastogne-Liège, la pause de l'été pour les grands tours, puis la Classica à San Sebastian, la Cyclassique de Hambourg, le magnifique Paris Tour qui aurait de nouveau cette lettre de noblesse. Alors il faudrait que Paris Tour redevienne World Tour, mais bon, ça ce serait un peu une conséquence l'un de l'autre. Voilà, c'est un peu l'œuf ou la poule. Et puis le Tour de Lombardie, évidemment, pour terminer. Merci d'avoir suivi cette émission sur la Coupe du Monde de cyclisme. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura passionné. N'hésitez pas à nous dire quelles sont vos sélections de format que vous aimeriez, et surtout votre sélection de 10 plus 2, donc les 10 fixes plus les 2 que vous ajouteriez en place tournante, un peu en wildcard, qui peuvent changer chaque année, avec les 10 qui resteraient d'année en année pour garder un peu une certaine cohérence. Simon, merci d'avoir participé à l'émission. Merci à toi Nico, c'était super de se plonger dans cette fiction, et ça me donne vraiment très envie de passer un petit coup de fil à l'UCI là, pour dire allez les gars, faut se bouger les fesses, faut lancer le truc quoi. Puppy, merci d'avoir participé premièrement, et deuxièmement, s'il y avait un jour
dans un monde fiction, un retour d'un format comme on l'a décrit aujourd'hui, on est d'accord que toutes les courses seraient commentées en direct sur Radio Fringale. Bah, merci Nico pour l'invitation déjà et merci à Titien et à Simon pour avoir échangé autour de ce sujet. Mais clairement oui, il y aurait un live à chaque fois et comme ça, sur 52 semaines à l'année, on serait présent sur au moins 10 courses, donc enfin 10 jours du coup, mais et potentiellement 10 semaines. Ouais. Donc non, clairement, ça serait génial de revoir ce format-là et peut-être qu'un jour, qui sait, Radio Fringale commentera la Coupe du Monde en direct sur YouTube. Le ou trop ailleurs. brûlé. Le trop Le brûlé. Trop Broléon, vous le verrez, il sera là et on pourra célébrer entre le troisième Tour de France de Paul Sexas et la retraite de Pogacar, et là, une petite partie de la Coupe du Monde. Titien, on en avait parlé depuis 1 an de cette émission sur la Coupe du Monde. C'est chose faite. Merci d'avoir participé. Bah, merci, c'était un vrai plaisir. Et puis voilà, ça m'a donné envie de regarder des replays de ces années 2000 où il y avait ce beau maillot. Donc ouais, vivement le retour de la Coupe du Monde. Un jour peut-être. Un jour peut-être, et chers amis, vous le savez, la Coupe du Monde, c'est une course toute l'année, hein, c'est de début mars jusqu'à mi-octobre avec le Tour de Lombardie, donc il faut s'entraîner, il faut être régulier, et pour ça, évidemment, il ne faut pas oublier de s'alimenter, parce qu'à chaque manche de Coupe du Monde, la fringale guette après un mont, après un pavé, après une bordure, un coup de vent, un sprint, voilà, une chute, un entraînement mal géré, la fringale guette toujours, donc n'oubliez pas de vous alimenter, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau débat contre-attaque, donc c'est votre mensuel autour du monde du cyclisme sur route et du cyclisme professionnel. On se revoit bientôt, merci d'être fidèle à Radio Fringale, et puis belle course à vous. Allez, ciao. À tout le monde. Yo tout le monde. Des bisous à tous et allez au bombarder.